Est-ce que ça t'est arrivé de voir des choses illégales dans l'avion? Dans les soutes, oui, on a eu des sacs de lingots d'or, on a eu ce genre de choses. T'as Alicia Keys, t'as Shakira. Ouais. C'est toi qui vas voir Shakira d'ailleurs enceinte pour la première fois. Et elle est sortie en espèce de croc-top en matière éponge rose fluo. Le short à peu près de la même taille. J'ai dit, si vous voulez pas de photos, un jean, un pull. T'as eu combien au max en pourboire? Quand je faisais des vols privés, 2500 livres. En fait, c'était un vol saoudien, donc il décolle. Et là, on a un appel de la tour de contrôle qui nous dit « l'avion revient ». Et nous, on est comme ça, on arrive à la porte, l'hôtesse ouvre et on dit « qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit « le petit veut... » Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Jessie. Elle est hôtesse de l'air, mais elle a été aussi hôtesse de l'air dans les jets privés. Elle va nous raconter ce qu'elle a vu de l'intérieur, les vols les plus incroyables, ce qu'elle a pris aussi dans les bagages, vous allez voir, les animaux qu'elle a pu transporter, les types de clients, les caprices, les demandes les plus étonnantes. Elle va nous raconter tout ça. En tout cas, merci de vous abonner. Prenez 2 secondes avant de commencer l'émission pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous êtes environ 150 000 à nous rejoindre chaque mois, donc continuez de vous abonner. Ça nous aide vraiment. Plus on est nombreux, plus on peut avoir des invités originaux et étonnants. D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus. Si vous voulez faire comme Jessie et venir dans l'émission raconter quelque chose, vous m'envoyez juste un email sur contact@legendegroup.fr avec votre numéro de téléphone et 3-4 anecdotes et vous serez les bienvenus ici pour nous raconter si vous avez un métier original, si vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes vraiment les bienvenus avec nous tous les mercredis, vendredis et dimanches, 3 émissions par semaine. Et en podcast audio, si vous nous découvrez aujourd'hui, vous pouvez nous écouter dans les transports, vous pouvez nous écouter au sport. D'ailleurs, si vous êtes, je sais pas, si vous aimez le running et vous aimez courir un peu, vous pouvez mettre les écouteurs et nous mettre en podcast dedans. Donc si vous avez Spotify, Deezer, Apple ou Amazon d'ailleurs, vous pouvez nous écouter là-bas. Et c'est parti avec Jessie qui est hôtesse de l'air et qui a fait du jet privé sur Légende. On y va. Bonjour, je m'appelle Jessie et je vais vous parler d'aviation d'affaires. J'ai été hôtesse sur des jets privés, j'ai plein de choses à raconter. Voilà, bienvenue Jessie. Merci. Jessie qui vient de Bordeaux. Hein. Oui, région bordelaise. Oui. Tu es aujourd'hui formatrice, on va parler de sécurité aussi. C'est ça, oui. On aura une psychologue tout à l'heure qui viendra parler d'ailleurs de comment combattre la peur en avion. Toi, tu es fille de pilote, hein, c'est ça? Oui, c'est mon univers depuis que je suis toute petite. Donc un papa pilote. Pilote de jet ou d'avion? Non, il était pilote de ligne, terminé sur un Boeing 777. Il y a eu un incident, je vous montre la photo là à l'image, ça s'est passé le 22 avril 2025, les passagers d'un vol Atlanta-Chicago ont dû tenir le plafond, il y a eu des gros trous d'air dedans. Est-ce que tu as déjà vécu un truc comme ça? Alors moi j'ai vécu une turbulence très importante, mais c'était sur un jet, c'est un tout petit avion, mais pas au point de dégrader l'avion. Ça m'est arrivé, mais d'avoir... Voilà, moi qui voltige, mais l'avion en lui-même, non, ça ne m'est jamais arrivé. Est-ce que c'est dangereux un trou d'air? Ça fait toujours peur les gros sauts comme ça, mais alors c'est dangereux si on s'attache pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'arriver en avion, ça va, il y a rien. En fait, les trous d'air, c'est souvent pendant les phases de vol où tout va bien, où le ciel est clair, où il n'y a pas de nuages. Et on appelle ça des turbulences de ciel clair, c'est-à-dire que c'est des différences de température un peu et qui vont faire cet effet d'ascenseur là où l'avion... Ça fait peur. Ça fait peur, c'est très surprenant. C'est comme dans un ascenseur, quand on arrive, on sait où on arrive. Ce tout petit truc-là fait en général peur. Ce qui peut être très dangereux, c'est quand on n'est pas attaché. Et il y a beaucoup de gens qui, c'est bon, on est en croisière, on est tranquille. Mais en particulier les enfants, si vous avez des enfants, attachez-les à bord, parce que ce petit trou d'air qui peut... Toi, tu t'accroches un peu, un enfant léger, il vole. Tu disais 80%, c'est quand même beaucoup, hein, des crashs d'avions étaient dus souvent au facteur humain et notamment à l'ego des pilotes. Alors, c'est mélangé, c'est-à-dire qu'on dit 60 à 80, ça commence à être de moins en moins forcément, puisque les avions sont de plus en plus technologiques, etc. Donc, on va dire qu'avec l'évolution de la technologie de la machine, il y en a de moins. Mais c'est vrai que moi, c'est un cours que je fais en particulier, c'est les facteurs humains. En fait, c'est tous ces moments où le facteur humain, alors c'est pas forcément l'erreur humaine, mais c'est le facteur de l'humain, c'est-à-dire t'arrives, tu prends ta voiture, t'es hyper stressé, tu t'es réveillé en retard, t'es super à la bourre. En fait, ça peut créer un problème à la fin. C'est pas toi, c'est pas ta voiture qui a eu un souci, mais c'est une conjugaison de plusieurs choses qui va amener à une erreur. Et la plupart, je vais pas dire tous, mais une grosse partie des crashs aériens sont souvent pas dus à la machine en elle-même, qui est tellement bien faite qu'elle répare elle-même ses erreurs. Enfin, un avion aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, c'est un bijou de technologie, tellement c'est bien fait. Mais c'est, une égo de pilote, souvent. Ça va être des petites erreurs de communication. Ça va être des hôtesses derrière qui ont eu des infos de pilote. Il y a eu un crash comme ça où il y avait 2 pilotes qui étaient en passager.
qui ont dit à l'hôtesse, il y a de la glace qui est en train de se former sur les ailes. Et la formation de glace peut être vraiment alourdir les ailes. C'est un des trucs les plus dangereux parce que ça alourdit les ailes. L'avion, il n'a même pas le temps de se poser, qu'il se crache direct. Les pilotes l'ont dit à l'hôtesse, oui, merci. Elle n'a pas donné l'info au pilote, seulement le pilote qui est dans le cockpit. Il n'a pas de rétro, il ne peut pas voir ce qui se passe derrière. Et l'avion s'est crashé. Ah, waouh. Ouais. Donc il y a des choses comme ça qui voilà, c'est des fois des problèmes de communication. Il y a tout un tas de choses qui peuvent mener à des problèmes, grave. que ce soit grave ou pas grave, mais qui peuvent amener à des problèmes. Tu vas te lancer dans des études de communication. Ensuite, tu vas travailler pour le Festival de Cannes. Oui. En 2008, tu as passé tes diplômes pour devenir hôtesse. Du coup, oui, c'est ça. Tu as hésité à devenir pilote? Tu as eu envie de devenir pilote? Non. Non, je vais pas le... Tu t'es dit, je vais être hôtesse? Non, en fait, moi, j'ai toujours bien aimé m'occuper des gens. C'était plus mon truc. Et puis, je savais très bien qu'avec mon niveau de maths et de physique, ça allait pas être... C'est très, très dur d'être pilote? C'est pas... Enfin, les pilotes te diront, bon, ça va, vous savez, 2-3 trucs, 2-3... Tous les pilotes, ils te disent ça. À chaque fois, je leur dis, ah, et moi, je pourrais pas. Oh, tu sais, c'est rien. Bon, voilà. Mais c'est beaucoup de techniques. Et c'est surtout, moi, des choses que je gère pas du tout. Il faut gérer la machine en elle-même, c'est-à-dire le vent, l'importance de l'avion... Tous les paramètres. Tous des paramètres, et les mecs, enfin pour moi c'est des génies parce qu'ils arrivent à vraiment être, enfin voilà, voir leur machine. Tu vois, des pilotes comme celui qui s'est posé sur l'Hudson, c'est des pilotes extraordinaires. Il n'y a que des pilotes ancienne génération qui peuvent faire ça. Il y a un truc sur la formation d'hôtesse de l'air. Est-ce qu'il y a un truc un peu improbable, genre un simulateur de turbulence? Est-ce qu'il y a des Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'entraînement sur ça? Non, pas sur les turbulences, parce que ça coûte très, très cher. Déjà, un simulateur de vol pour les pilotes, ça coûte... Non, mais des milliers d'euros à l'heure. Tu sais, c'est pas con. Ouais, ah non, je me suis bien posé sûr. la question, parce que parfois, il y a les chariots qui vous amenez à manger ou à boire. Et puis d'un coup, ça peut se mettre à bouger, apprendre à se tenir, voilà, sans tomber. Ça doit pas être facile. L'expérience. Ouais. Non, alors après, il y a la société pour laquelle je travaille, le centre aux États-Unis, ils ont créé, après, encore une fois, c'est adapté au jet. Ils ont, pour les exercices en piscine, ils ont créé quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont recréé une cabine à moitié immergée. C'est-à-dire qu'au moment où on simule que l'avion a améri, l'eau commence à rentrer dans la cabine, les lumières s'éteignent, la piscine a été peinte dans ces couleurs-là, donc très sombre, pour justement simuler le côté, c'est pas une piscine municipale. C'est la mer, quoi. Exactement, très sombre, il commence à balancer énormément de vent. Enfin, bon, c'est conditions réelles, c'est très très bien fait. Mais ça, c'est des trainings qui sont... les États-Unis sont très forts pour ça. Il y a un truc qui t'a marqué sur ces vols, avant de parler d'anecdotes? Ce qui m'a marqué, c'est que quand j'ai commencé en tant qu'hôtesse de l'air, mais ça je le savais pas au moment où j'ai commencé, mais c'est là où j'ai été le plus maltraitée par les passagers, parce que ils se permettent des choses. Tu sais, le client est roi, ça c'est. Il claque des doigts. Ouais, on nous jette les plateaux par terre. Il y a des gens qui, à partir du moment, tu sais, où ils ont l'impression qu'ils ont peur, on a payé notre semaine à Marrakech, 200 €. Et du coup, ils t'ont loué avec. Tu vois, tu fais partie du paquet. Ouais, tu fais partie du... Ouais. Et il y a des gens qui ont pas ce truc-là, c'est un bus. Voilà, on part en bus. On a eu des gens qui s'est torse nu dans l'avion. On disait, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous rhabiller? T'en avais ça? Des mecs qui se mettaient torse nu? Ouais. Ah oui? Ouais, puis qui reviennent, tu sais, ils sont cramoisis, là, parce qu'ils ont passé leur semaine au soleil. Ça, on les avait, tu sais, ceux qui étaient... C'est relou, Moi, j'adore le Club Med et tout. C'est génial quand t'as des enfants, t'as Baby Club, enfin tous les clubs et tout ça. Mais c'est vrai que tu dois avoir des mecs un peu lourds parfois dans les groupes comme ça où ils sont un peu alcoolisés. Sur des vols. Alors, des fois, ils s'alcoolisent avant ou pendant. Et des fois, souvent, le problème, c'est que c'est des... Tu sais, quand tu fais les présents... Les issues de secours sont derrière un char. Oui, les trucs de sécurité au départ. Évidemment, ouais. Et puis là, quand t'es jeune hôtesse, c'est le pire parce que t'es devant un avion qui te regarde comme ça. Tu sais, s'ils pouvaient te jeter des cacahuètes, ils le feraient. Et c'est très impressionnant. Plus personne ne regarde. Tout le monde s'en fout. On est d'accord. Tout le monde s'en fout. Je les vois. Enfin, moi, je ne rate plus. On a compris qu'il faut tirer ça. Et moi, des fois, j'aimais bien, je le faisais parce que je faisais des interros après. Alors, du coup, si le masque tombe, qu'est-ce qu'on fait? On le met sur le nez? Je dis, non, faut tirer dessus, sinon l'oxygène il se déclenche pas. En douille. Et puis je continuais. Par contre, devant les copains. Mais c'est vrai, on a l'habitude de les entendre, mais ces règles de sécurité, on les donne aussi dans le privé, puisque c'est des choses qui sont... Est-ce qu'il ne faudrait pas les changer? Tu sais, qui font le clown des fois, tu sais, on les voit, des fois ils sont filmés, ils font... Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui disent oui, ça permet peut-être d'être un peu plus attentif, d'écouter, mais d'un autre côté, ça tourne à la dérision quelque chose qui est important. C'est que les gens l'oublient beaucoup, moi j'insiste beaucoup dessus. Oui, c'est sérieux, encore quoi. Plus. C'est pas ça, c'est que quand il se passe quelque chose, les règles de sécurité, elles ont vraiment une importance. En fait, il y a un protocole qui est bien particulier, parce que comme je dis toujours, t'es enfermé dans une boîte dans le ciel, t'es 140,
Vaut mieux savoir, toi, ce que tu te fais plutôt que d'essayer de regarder chez les copains ou de demander... Non, parce qu'il n'y a plus personne à ce moment-là. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des passagers ingérables, voire dangereux avec l'alcool, et que tu refuses de les servir dans un avion? En fait, il y a des techniques. Il y a des gens... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui boivent avant de monter dans l'avion. Ils arrivent pétés? Ouais, il y en a qui arrivent, on sent déjà que c'est... Bon. Et il y a un petit détail, c'est que quand l'avion est pressurisé, le corps n'absorbe pas l'alcool de la même façon. Notamment tout ce qui est pétillant en général, on va être les effets, on va dire, de l'alcool vont se ressentir beaucoup plus vite. Faut pas prendre de champagne en avion, quoi, sinon voilà. Mais voilà, donc le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui s'alcoolisent avant, qui montent mais par peur. Hein, c'est encore une fois, c'est pas pour le côté festif. Il y en a c'est vraiment voilà. Et puis je pense que la psychologue pourra le dire aussi. Il y en a qui. Quelqu'un qui a parlé de tout à l'heure des peurs en avion, justement. Voilà, les médicaments et tout. Il y en a qui le disent. Hein, voilà, je suis pas bien. Je sais plus sur un vol, il y avait un médecin qui avait été appelé parce qu'il y avait une urgence et il a dit je suis désolé, je prends trop de choses pour voyager, je peux pas intervenir parce qu'il y en a qui ont ces peurs vraiment viscérales de l'avion et qui font... qui vont pas être bons. Voilà. Et moi, ça m'est arrivé sur un vol privé. C'était les passagères qui étaient très alcoolisées. Ça peut poser des problèmes. Alors déjà, parce qu'il y en a qui peuvent devenir violents. La peur en avion. L'alcool. Le fait d'être enfermé dans une petite boîte très haut et de ne pas pouvoir en sortir. Et il y a des gens que ça... Ouais, ça fait vriller quand même. Et, il y a deux fils qui se touchent en l'air et ils vont être agressifs. Exactement. Et souvent, ils sont agressifs envers nous. Ils sont pas dans leur état normal. Et puis, et depuis le 11 septembre, c'est des gens qui sont traités très vite parce que ça peut facilement faire peur. Et c'est-à-dire quoi, sont traités très vite? En fait, on essaye de canaliser et de stopper les choses très, très rapidement puisque ça fait... En fait, l'avion... Moi, je l'ai remarqué une seule fois après le 11 septembre quand j'ai commencé à voler. En fait, on était au parking. Et on attendait le pushback. Le pushback, c'est un tracteur qui va prendre les roues de l'avion, qui va le pousser pour que l'avion recule, parce qu'un avion n'a pas de marche arrière, ouais. Rétro. Et donc, du coup, il le pousse, hop, et puis l'avion peut partir. On attendait ça. Et donc, j'étais toute jeune hôtesse, et personne n'avait fait d'annonce aux passagers. Donc, on attendait et tout. Jeune hôtesse, tu dis pas grand-chose, t'attends de rien, pas le commandeur, peut pas dire... Non, on dit rien, on attend que ça se passe. Et en fait, moi, je vois grouiller dans la cabine, donc j'étais derrière. Oui, ils nous retiennent, ils ont fermé les portes. Et en fait, tu sens que ça monte, mais la mayonnaise, elle prend très, 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 très vite. Et t'as c'est les terroristes. Et en fait, moi, j'avais un réflexe de l'ancienne, quand je travaillais à Disney, où il faut tout de suite aller voir les gens, discuter avec eux, leur expliquer ce qui se passe. Il n'y a rien de pire, t'es bloqué dans le métro, puis on te dit rien. Ouais. Puis t'es dans un tunnel, où tu te dis qu'est-ce qui se passe. Et si le mec te dit, écoutez, on a un problème de signalisation, on va repartir dans quel... C'est tout. Et en fait, moi, j'y suis allée, je leur ai expliqué, voilà, on attend le push. Pourquoi on nous dit rien, machin. Je suis d'accord. D'accord avec vous. Ça peut, voilà. Donc, il y a des effets comme ça où les gens, tu sens que depuis le 11 septembre, les gens montent vite, ils sont stressés, ils ont peur de l'avion. Le moindre personne avec un comportement un petit peu étrange. T'as eu des mecs avec des comportements un peu flippants où tu t'es dit, oh putain, imagine. Après le 11 septembre et tout, tu t'es dit, oula, lui, il a un truc dans sa poche, il fait un truc bizarre, il transpire, il me regarde. Dans la poche, pas trop, on a beaucoup de contrôle maintenant, ouais, on arrive dans les avions, donc moins ça. Mais une fois, ça m'est arrivé à l'aéroport de voir un mec qui était chaud, qui a agressé une femme qui avait un enfant, parce qu'il voulait passer en premier dans la file bagage, etc. Il a été extrêmement agressif, et vraiment, il a eu un comportement extrêmement agressif, et j'ai vu qu'il prenait le même vol que moi, et par contre, moi, je l'ai dit. Mais je me suis présentée, je dis voilà, moi je suis instructrice en sécurité, etc. Cette personne-là, gardez-la à l'œil parce qu'il y a un problème de sécurité à bord. Si je l'ai vu, il peut être très nerveux, il a agressé une passagère, etc. Donc voilà, on prend. Ce qu'on fait à bord, c'est que souvent, quand on embarque les passagers, on repère ce qu'on appelle des PAX requis. Donc PAX pour passagers, on parle beaucoup de PAX. Les mecs qui vont être un peu sympas, s'ils peuvent t'aider, quoi, non? Les mecs qui vont être en capacité de t'aider. C'est-à-dire des mecs un peu solides. Des mecs un peu solides. Des gens qui voyagent seuls, pas avec toute la famille, machin, parce qu'on ne va pas forcément compter sur eux. Mais voilà, on va prendre des passagers qui sont en mesure d'aider l'équipage s'il y a quelque chose. Tu leur parles à ces gens-là ou tu sais où ils sont et Les PAX requis ou les... Oui, les mecs qui peuvent t'aider, en gros. C'est arrivé à mon conjoint, il fait du jiu-jitsu brésilien, et il rentrait d'un voyage machin, avec un sweat, écrit jiu-jitsu. Il arrive en cabine et en fait, on l'a mis de côté. Monsieur, vous pouvez vous mettre de côté? Oui, je ne savais pas trop pourquoi. Et en fait, après, l'équipage est venu et le steward est venu et lui a dit, écoutez, on a un reconduit frontière, donc un prisonnier, qui est derrière en cabine. Je suis le seul homme. Est-ce que je peux, s'il se passe quoi que ce soit, est-ce que je pourrais vous demander de l'aide? J'ai vu que vous faisiez du jiu-jitsu. Il dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, ils l'ont placé de telle manière à l'avoir pas loin. Proche, voilà. Dans le couloir. Savoir, voilà.
qui soit... mais en général, voilà, quand on a des gens, hein, on note l'embarquement, faites voir votre ticket, vous êtes installé par là. Le installé par là, on a retenu. Ah ouais, énorme. Ouais, donc souvent, c'est drôle, ça. Ouais. Ça, je ne savais pas, tu vois. T'as eu des bagarres, toi? Ça t'est arrivé, justement, d'avoir des... Non. Jamais? Bah, ce monsieur-là, au sol, mais vraiment à bord, non, ça m'est jamais arrivé. Il y a eu la crise de l'aviation en 2008, il y a eu beaucoup moins de vols. Toi, tu vas arrêter à cette époque et tu vas devenir hôtesse, mais au sol. Oui. Comment ça va se passer? Tout bête, hein, on a des contrats en fait dans l'aviation. Souvent, c'est des contrats d'été, puisque c'est là où les avions volent le plus pour emmener les gens en vacances. Donc, c'est des 3-4 mois de contrat, 4-5 mois, ça dépend. Et puis ensuite, soit on retrouve une compagnie qui fait du long courrier, comme ça on vole l'hiver, soit on attend. C'est des CDD, vachement. C'est des CDD, ouais, ça se passe comme ça, c'est des CDD. Bah oui, parce que ces avions qui sont chartérisés sont souvent chartérisés quand les gens voyagent. Donc, c'est pas des compagnies qui ont les moyens d'Air France ou autres pour voyager toute l'année sur des destinations régulières. Donc, ils voyagent souvent l'été, pendant les vacances scolaires, etc. Okay. Donc après, moi, j'arrête, par la force des choses, parce que j'avais plus de travail. Et je m'étais inscrite en agence d'intérim pour trouver du travail. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on m'appelle et qu'on m'a dit, tiens, ça pourrait correspondre, milieu de l'aérien, mais c'est à l'aéroport du Bourget, dans un terminal d'affaires au Bourget. Donc là, c'est là que tu commences à bifurquer l'aviation d'affaires, oui. Vers les jets privés. Ouais, je connaissais rien à l'aviation d'affaires, c'est là que je commence à connaître un peu. Donc à Paris, aux alentours de Paris, il y a plusieurs aéroports. Il y a Orly, il y a Charles de Gaulle et il y a donc le Bourget, l'aéroport du Bourget, où il n'y a que des jets privés, il n'y a pas de gros vols. Donc ça passe par au-dessus, en fait, par le nord. Tu vas te retrouver là-bas, donc tu es en contact de jets, mais tu restes au sol, tu ne vas pas dans les jets pour l'instant. Non. Là, alors l'aéroport du Bourget, c'est valable pour tous les aéroports privés. C'est pas un aéroport dans lequel on rentre, on fait les bagages, etc. C'est des tout petits terminaux. Chaque terminal a son parking, a son salon, sa façon de recevoir, etc., ses clients. Donc les gens arrivent, ça n'a pas du tout un aspect d'aéroport, parce qu'on arrive, on dirait un hall d'hôtel, avec un grand desk. Bonjour, je pars pour tel avion, ok, pas de problème. Un grand salon, des grands salons voyageurs, et puis en face, d'immenses baies vitrées, puis on tombe directement sur les jets. Donc les gens arrivent... café, on prend leur bagage de manière très discrète. Le but du jeu, c'est qu'ils attendent le moins possible. C'est pour ça qu'ils prennent des jets. Donc l'objectif, c'est que la voiture arrive, on sait exactement c'est laquelle, on prend les bagages, les pistards les emmènent directement. C'est pas les gens qui passent directement leur bagage au RX. Les bagages sont emmenés immédiatement, chargés dans l'avion. Le pilote vient ou pas, accueille et puis s'en va. Là, c'est quel type de gens? Il y a tous les âges, il y a tout. Il y a un peu de tout. Pour le coup, il faut avoir beaucoup d'argent pour le coup, le jet. Il faut avoir beaucoup d'argent, ouais, mais c'est marrant parce que on peut penser que quand je dis des fois que des stars. Non, c'est pas eux qui voyagent le plus. Les gens qui voyagent beaucoup sont les Saoudiens et les Russes, le plus, mais de manière régulière. Après, il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Et j'avais discuté avec un homme d'affaires une fois, parce que je lui demandais, je lui dis, mais si pratique pour vous de prendre... Il dit oui, parce que les aéroports d'affaires sont souvent plus proches des villes que les gros aéroports. On attend moins longtemps. Et donc, c'est plus facile pour nous, dans une journée, de réussir, pour des réunions et tout, à le faire rapidement, on va dire. Il dit, par contre, dès que je vais aux États-Unis, je prends des premières de compagnie. T'as quel rôle en tant qu'hôtesse? T'accueilles les gens? Alors, à ce moment-là, on fait un peu tout. Ça a changé, et puis ça change selon les sociétés. Mais à l'époque, on accueille les équipages, en premier lieu. Donc on accueille l'équipage, on l'identifie, etc. Ils nous donnent toute leur liste de besoins. On leur prépare les plans de vol, on leur prépare la météo pour les pilotes, les hôtesses. Est-ce que vous avez besoin de catering? Vous avez besoin de fleurs dans l'avion? Enfin, c'est vraiment la préparation du vol en amont. Donc ils nous donnent vraiment tout ce dont ils ont besoin. Et puis nous, le fuel, est-ce qu'il faut appeler le fuel? À quelle heure il faut dégivrer l'avion? À quel moment vous voulez qu'on le fasse? Les passagers, ils sont combien? C'est qui? Si eux, ils ont des demandes particulières. Enfin, on check vraiment tout ça en amont, selon la destination. Est-ce qu'il faut qu'on appelle la douane, la PAF? Police sans frontières, voilà. Il y a plein de choses vraiment plein de choses à préparer en amont du vol. Et puis ensuite, quand le vol est prêt, les pilotes viennent nous voir, le vol est prêt, on attend les passagers. Ou ils ont déjà l'indication, les passagers arrivent dans 5 minutes, le pilote les attend ou pas, ça dépend. Tu vas voir Maria Carré. Oui. Elle arrive de nuit, il y avait moins de chances qu'elle soit vue. Finalement, les gens étaient au courant. Quand tu as des grosses stars comme ça, il y a des paparazzis. Alors là, non, parce que c'était le soir, en fait, nous, on avait la notification, on faisait des shifts de 6h, 14h, 14h, 22h. Vers 20h, quand on commençait à avoir des vols, c'était pour vraiment rester la nuit. Donc elle est arrivée de nuit, et je ne sais plus à quelle heure on avait eu la notification, mais on l'a eu quand le vol était décollé. On n'a pas les trucs, justement, je pense, pour éviter ça.
Ils annoncent pas, ça y est. Au dernier moment, quoi. Dernier moment, quand le vol a décollé, nous, on a la liste. Attention, vous avez un avion qui arrive à 1h du matin, passagère, Chine. Et ce jour-là, bon, classique, hein, pas beaucoup de monde, évidemment. Il faisait nuit. La seule personne qui nous a fait des problèmes, c'était un monsieur de la douane à l'époque, qui, je pense, pour faire un petit peu le malin auprès de la personne, a dit « Bonjour, vous faites quoi dans la vie ? Arrêtez toute gênée avec ces lunettes. Vous pouvez enlever vos lunettes. » Tout ça dans un anglais très approximatif, évidemment. Et du coup, elle ne comprenait pas trop. Et puis moi, je traduisais, je dis « Je demande... Toi, tu aurais pu traduire. » Et donc, tu connais, la pauvre, elle enlève ses lunettes. Et puis, honte monumentale pour nous, mais on n'y peut rien. La douane, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est le seul truc. Et puis après, il y a eu son départ qui était un peu plus folklore pour le coup, parce que 2 jours, beaucoup d'animation, ça a été plus compliqué. Sympa ? Très sympa. Quand elle arrivait, elle était un peu groggy du vol et tout, donc bon, ça a bien passé. Mais quand elle est revenue, je me rappelle que j'avais le garde du corps qui m'avait donné son numéro, qui m'avait dit « Je vous tiendrai au courant quand on va revenir pour l'organisation, parce que c'est compliqué. » Et donc moi, j'étais en contact avec les pilotes, et je me rappelle que le garde du corps m'avait envoyé « On part de Paris, il y a tellement de paparazzi, on a du mal à avancer, on va avoir un peu de retard. » Donc, hop, moi, je vais voir le pilote, il va avoir du retard, etc. Bon, ok. Et en effet, on voit de loin au Bourget, mais des dizaines de motos qui conduisent n'importe comment, qui arrivent. Ils arrivent et, tu sais, ils paparazzaient à moitié. Enfin bon, ils arrivent, ils jettent les scooters, la voiture s'arrête devant. Nous, obligés de la protéger, parce qu'il y avait énormément de monde. Mais il y avait un tout petit groupe de fans, ils étaient peut-être 5-6, à attendre à côté. Bon, pas méchants, ils attendaient, mais ils étaient bien au courant, parce qu'ils étaient déjà là, ils savaient exactement d'où elle partait. Puis elle a ouvert les portes, c'était au moment où elle venait juste d'avoir ses jumeaux. Donc les jumeaux, on les avait fait passer par derrière, parce qu'on voulait pas qu'il y ait de photos ou quoi que ce soit. Donc on avait organisé pour les faire passer. Bon, elle était en robe fourreau à 15h de l'après-midi, on sait pas pourquoi, mais... un petit coup dans le nez aussi, mais très sympa. Et en fait, dès qu'elle est sortie de la voiture, donc on lui disait de se protéger, machin, elle a dit, s'il vous plaît, je veux juste faire une photo avec mes fans français, parce que je les connais bien. Et j'aimerais bien avoir une photo avec eux. Donc elle avait vraiment pris ce temps pour faire une photo avec eux, donc très sympa. Puis ensuite, elle était rentrée, on avait tout fermé, on était obligé de fermer vraiment tout le terminal pour qu'il n'y ait plus personne qui rentre. Mais après, elle avait été vraiment, avec nous, adorable. Et Madonna, pareil, quand elle arrive au Bourget, que tu es hôtesse, c'est pareil, c'est gros dispo Alors oui, mais ce que je dis souvent, c'est que c'est souvent les gens qui sont à côté qui posent problème. C'est pas vraiment la c'est l'équipe qui est chiante, qui dit pas de photos, pas de... Exactement. On t'a dit pas de photos, toi ? Alors lui, c'était marrant, parce que la personne qui était venue, c'était la maison de disques, qui est arrivée au desk. Je me souviens, moi j'étais au desk, je préparais mes trucs et tout. Il dit, par contre, alors moi je suis de l'équipe de Madonna, je vous préviens, quand elle sort de l'avion, vous lui dites pas bonjour, vous la regardez pas. C'est mon travail quand même, un petit peu gênant. Il dit oui, mais vous savez pas pour qui je travaille. J'ai dit si, c'est bon, j'ai le listing de passagers, je sais pour qui vous travaillez. Bon, mais puis elle était sortie de l'avion. Je dis bonjour, vous allez bien, vous avez passé un bon vol? Oui, merci. Mais ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens parce qu'en plus, j'imagine la pauvre personne qui sort de l'avion, elle dit c'est pour ça, pourquoi tout le monde regarde par terre? Il y a une photo de toi, c'est ça, sur le tarmac. T'avais les cheveux courts. Ouais, j'avais les cheveux courts et puis on me l'avait pris à mon insu. T'as Alicia Keys, t'as Shakira. C'est toi qui vas voir Shakira d'ailleurs enceinte pour la première fois. Oui, moi je suis contente de moi parce que je l'avais repérée. En fait, elle est descendue de l'avion, puis il y avait un coup de vent. Elle avait protégé son ventre avec son. Je pense pas qu'on voit parce qu'il y avait des paparazzis à chaque fois. Il y a un truc qui a volé, puis moi j'avais dit je pense que. Mais non, n'importe quoi. Je crois qu'elle l'avait annoncé 3 semaines après, un truc comme ça. Ouais. Et Alicia Keys, tu l'as rentrée dedans? Oui, je lui ai foncé dedans, la pauvre. En fait, c'était pareil, un vol tard le soir, et puis je sais pas pourquoi, j'avais pas d'habitude au bruit de l'avion qui arrive sur la piste, on sait que ça, je sais pas pourquoi, j'ai regardé, j'ai dit mince, l'heure, elle est arrivée, j'ai couru, puis en fait, on sortait du salon, on tournait pour arriver en piste, et en fait, au moment de tourner, j'ai éclaté dedans, mais elle a éclaté de rire, elle n'a pas trouvé ça très grave. T'as eu une célébrité française, une chanteuse qui est un peu mystérieuse, t'as eu Mylène Farmer. Tu lui as parlé? Souvent, ouais. Comment elle est, Mylène Farmer? Elle est très gentille. C'est bête ce que je veux dire, mais elle est très normale. Très normale, très abordable, très gentille. Bizarrement, elle se coupait, se faisait un truc à chaque fois que j'étais là. Et comme j'avais mon diplôme taser, à chaque fois, on me disait Jessie, toi qui as les premiers secours et tout, viens voir. Et puis à chaque fois, je finissais par lui dire, va falloir arrêter de se blesser quand je suis là, parce qu'elle me dit, je sais pas, je se coupe après l'avion. Elle avait toujours un bobo. Et c'est quelqu'un de très gentil, vraiment. Et je me rappelle qu'à chaque fois qu'elle venait, il y a toujours souvent des gens du Bourget qui me disaient, si jamais vous la voyez, vous pouvez nous appeler, on est fans, machin. Mais ça, moi, je le faisais pas.
Tu vas vivre alors, des choses assez folles. C'est-à-dire qu'on est dans une ère, dans une époque où on essaye de faire attention à l'écologie, faire attention à ce qu'on dépense, aux ressources de la planète. Et chacun fait du mieux qu'il peut, et puis c'est très bien, il n'y a pas de voilà. Juste, tu as vécu des fois des demandes de clients étonnantes. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé avec des mecs qui ont fait des allers-retours pour aller chercher quelque chose. Ouais, des trucs fous. Mais comment? Quoi? 3 exemples. Parce qu'un avion, ça consomme beaucoup. Hein. Un avion consomme énormément, et ce que je dis aussi toujours, c'est qu'il y a le fuel, certes, il y a les places de parking au départ. Oui, ça coûte cher, tu parles d'argent. Voilà, c'est vraiment un coût total important. Je l'ai eu donc pour aller chercher un gâteau d'anniversaire à New York. À New York? Oui. De Paris? Oui, parce que c'est vrai que nous, on n'est pas ouf sur la pâtisserie. Ils sont partis à New York chercher un gâteau d'anniversaire, ils sont revenus avec. C'était des Américains? Non, c'est le monsieur est français. Et c'est pas comme si on avait les meilleurs pâtissiers au monde. Non, on les a pas. Non, du coup, ils vont aux États-Unis. Voir les gâteaux colorés. Là, ah oui. Je sais pas. Mais après, tu peux faire des gâteaux sur mesure en France si tu veux. Tu peux avoir un gâteau américain à Paris, si jamais ou ailleurs. Et donc, ils ont fait l'aller-retour. Donc, ils ont fait l'aller-retour pour aller chercher le gâteau. Comment ça coûte un aller-retour à New York? Moi, j'ai entendu des tarifs, c'est 50, 100 000, 150 000. New York, facile. En fait, oui, mais ça dépend. En fait, quand tu fais un vol, ça dépend du type d'avion. Petit, bon, déjà, s'il peut faire. Mais au minimum, c'est un transatlantique qui traverse. Transatlantique. On va dire que. Ça te coûte en moyenne, enfin, sur un avion moyen, sur un jet, juste en fuel, vraiment, et c'est vraiment une fourchette, c'est 10 000 € juste en fuel. Pour Paris-New York? Oui. D'accord. Mais après, encore une fois, on est très loin de. Ils rajoutent des taxes, Il faut payer les gens. Les pilotes sont payés. Eux, ils peuvent faire 18 vols par jour, ils seront payés pareil. Mais c'est plus, les taxes aéroports, Donc c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros pour aller chercher un gâteau. Pour aller chercher un gâteau, oui. Ça, tu l'as vu? Ça, je l'ai vu. Mais tu étais l'hôtesse du vol? Non, moi j'étais au sol. Moi, celui qui m'a fait le plus rire, c'est l'équipage qui arrive, donc avec une passagère à bord. Passagère elle venait des États-Unis aussi. Américaine. Je ne sais plus exactement, mais elle venait. Donc elle part à l'hôtel, et l'équipage donc arrive après, forcément, le temps qu'ils ferment l'avion. Ils arrivent, et puis je leur dis, donc j'ai vu, vous avez un plan de vol pour je crois qu'ils avaient dans 3-4 jours, quelque chose comme ça, parce qu'elle repartait. Elle dit, non, on repart demain. Je dis, on repartait demain, mais je ne l'ai pas, moi, sur le plan de vol. Elle dit, oui, mais en fait, on va chercher du coca. C'est-à-dire, je dis, on en a en France, quand même. Et elle dit, non, mais parce que nous, on veut que des bouteilles de 25 centimes. Je dis, on en a? Oui, mais en verre. À l'époque, on n'en avait pas des bouteilles en verre. Mais il prend du 33, puis il boit pas tout. Non. On la remplit à moitié, ça fait 25. Non. Donc ils ont fait un vol exprès pour aller rechercher les bouteilles en verre de 25. Et les ramener. Elle y est partie aussi, la dame? Non, elle était à l'hôtel. Mais elle a dit à l'équipage, j'ai pas mes bouteilles, vous repartez. Oh, waouh. J'ai eu ça et chewing-gum. C'est-à-dire? Même situation, passager qui arrive, oublie mes chewing-gum, dis donc. Et je la trouve qu'à New York. Ils sont repartis. Acheter les chewing-gums et revenir. C'est-à-dire peut-être des centaines de milliers d'euros pour un chewing-gum. Enfin, pour des chewing-gums. L'écologie n'existe pas dans ce milieu. Oui, non, ça n'existe pas. Incroyable. Et tu l'as dit, madame, Coca, je peux vous en trouver avec une conciergerie, on va vous trouver. Non, parce que ça, elle le dit à son équipage, en fait, elle ne nous dit pas à nous. Elle vient pas en disant, non, j'ai pas de coca. Non, nous, on a un relais. C'est vrai que quand on est au sol, c'est complètement différent de quand on est à bord, où là, on sert vraiment le moindre désir des clients. On nous a demandé des bouteilles de vin, je veux celle-ci. On est sur une île au milieu de nulle part, on la trouve comment? Je m'en fous. On a trouvé. Mais ça, c'est notre boulot. Quand tu es au sol, tu fais juste le relais des gens qui arrivent, qui repartent. Donc, tu vois pas vraiment. Enfin, les gens te disent pas, bonjour madame, je voudrais du coca en 25. C'était des Américains souvent? Américains, ouais. Putain. L'argent, c'est fou, c'est fou. Tu peux faire vivre une personne toute sa vie avec un aller-retour quasiment à New York. Ouais. Mais ça m'a fait prendre beaucoup de recul par rapport au monde du luxe, l'argent, tout ça. Finalement, assez rapidement. T'as dégoûté un peu de ça? Non, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, qui vont avoir tendance à cracher un petit peu dessus, à dire l'argent qu'ils ont et machin. Mais ils donnent de l'argent en France aussi. Tu vois ce que je veux dire? Quand on parle des entreprises françaises, des Chanel, ça fait vivre. Tu vois, mais là, c'est de l'argent jeté par la fenêtre quand c'est vraiment. Oui, mais ils viennent en France aussi pour en dépenser. Bien sûr qu'ils jettent de l'argent par la fenêtre, évidemment, mais le fuel, ils l'achètent en France. Tu vois ce que je veux dire? Quand des fois, nous, on avait des vols, les Saoudiens, quand il reste des... Moi, je les ai vus, mais quand je bossais dans des boutiques, où ils arrivent, fermer la boutique, et puis tu as une Saoudienne, souvent, parce que c'est garde du corps ou assistant, et puis elle dit, alors, ça, et ça. Et elle sort. Et puis l'assistant, il dit, alors ça en 38, ça en L, ça en M, ça... Viens, prends les sacs, hop, et puis elle fait une autre boutique. Ça. C'est comme ça qu'ils achètent. Mais l'argent. T'as vu des Saoudiens avec plein de sacs? C'est des mâles. Ils transportent des mâles.
Mais encore une Ça fois, fait moi, vivre ceux qui mais ont cousu les sacs en France. C'est des marques de luxe. Tu vois, parce qu'il faut être honnête, c'est pas nous qui allons acheter Vuitton et c'est pas le Français moyen qui fait vivre ces marques-là. Donc faut pas non plus cracher un peu sur les Saoudiens là. Ouais, mais d'un autre côté, ils font aussi beaucoup vivre notre industrie française, nos marques, nos. Oui, ça paye les salaires de tous les gens qui vont travailler là-dedans. Ah ouais. Évidemment. Et oui. Même la nourriture qu'on a à bord. Hein. Moi j'ai vu, ils arrivaient avec des sacs de la durée, mais des sacs énormes de macarons parce qu'ils adorent ça. Et donc du coup, ils arrivent avec ces sacs-là, mais il y en a pour je sais pas combien. T'as des pourboires parfois? Oui. 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 C'est quoi les pourboires quand t'es hôtesse de jet privé? Bah alors, au sol, ça va être des 100, 200. Pas mal. Ah non, c'est très bien. Hein, sur une journée, non, c'est très très bien. Oh, c'est 100, non, 200. Non. Mais c'est pas les pourboires normaux. Hein. Non, bien sûr, mais c'est vrai que encore, relatif à leur passage. Par exemple, quand ça va être des départs, ils vont plus rester avec nous, plus rester en salon, a priori, pour attendre que le vol. C'est un moment un peu privilégié? Oui, et puis c'est un moment où on va les servir. On va leur demander s'ils ont besoin de quelque chose, etc. Donc l'échange est un peu plus long quand ils font une des arrivées. Le but du jeu, encore une fois, c'est qu'ils n'attendent pas. Donc les voitures sont déjà là, tout est déjà prêt. T'as combien de combien max en pourboire? En pourboire, je l'ai eu en vol. Le maximum que j'ai eu. En vol? Oui, quand je faisais des vols privés, 2500 livres. Donc 2500 €, grosso modo, 2007. Un peu plus, ouais, parce que c'est un petit peu plus. T'as eu Owen Wilson, non? Owen Wilson et Rachel McAdams quand ils venaient faire la promotion de, je crois que c'était Midnight in Paris. Et super moment. Pareil, des gens d'une simplicité. Ils sont arrivés. Les grands sont très sympas souvent. Mais simple. Nous, c'est ce qu'on voit dans le métier. Ouais. Les gens extrêmement connus, extrêmement. Voilà. Et c'est le staff à côté souvent Ancien. qui te gonfle. Attention, pas de photos. Mais c'est des moments. Moi, j'ai eu des moments super avec eux. Ils arrivaient un peu. Souvent, les vols là, c'est toujours des vols de nuit. Ils arrivaient. J'ai dit oui, votre voiture est pas en radio. On n'a pas pris de voiture. On attend un taxi. Je dis, vous êtes sûr? Ouais. Donc j'appelle un taxi, lambda, qui arrive. Puis en attendant le taxi, c'était une nuit un petit peu chargée où il n'y avait pas le taxi tout de suite. Je me rappelle qu'Owen Wilson, il m'avait dit j'ai une carte à Paris, là, qu'est-ce qui est sympa? Où est-ce que je peux aller? Je suis avec ma maman. Il était venu avec sa maman. Qu'est-ce qui peut être. Mais vraiment une discussion très simple, en fait, qu'on peut avoir avec n'importe qui. Voilà. Et Rachel McAdams, pareil, on a parlé de ses films. Elle me dit mais vous découvrez Paris comment? Qu'est-ce qui vous plaît dans Paris? Je dis baladez-vous et puis. Tourner, c'est comme ça qu'on découvre. Enfin voilà, c'était des discussions, mais super sympa parce que finalement. Pas de garde du corps, non? Non, pas à maman. Il n'y a que la maman. C'est tout. Mais super échange. Tu vas avoir aussi une histoire avec une pizza. Alors, ça, c'est dans le gaspillage. On parlait de gaspillage avant. Gros gaspillage. Ouais. Gros gaspillage. En fait, c'était un vol saoudien. Il faut savoir que les Saoudiens, quand ils font des vols, c'est une énorme organisation. Et un protocole qui est très particulier, puisque souvent c'est des gros avions, c'est très rare, c'est assez rare qu'ils volent dans des petits, et ils voyagent avec beaucoup de gens autour d'eux. Donc pour 10 familles royales, voilà, il y a un prince, une princesse, ou plus, ou des enfants, mais il y a toujours énormément d'assistants et un protocole bien particulier. C'est-à-dire que le vol est préparé 3 à 4 heures en amont, les bagages arrivent, donc il y a un camion qui est destiné au mâle. Donc ils arrivent, les bagages sont contrôlés, amenés à l'avion, chargés, contrôlés encore, les gens reviennent. Il y a une autre partie du staff qui arrive, des fois c'est les nannies avec les enfants. Voilà. Donc c'est des vols qui sont très importants pour nous, mais qui sont très stressants, puisqu'il y a beaucoup de monde. Parce que pendant qu'ils volent, eux, il y a d'autres personnes qui volent, donc il faut gérer les autres vols à côté, il faut s'organiser, il ne faut évidemment pas les laisser pour compte parce que c'est des clients très importants. Il y a souvent l'ambassade qui est là pour vérifier justement que tout se passe bien, que le protocole est respecté, parce qu'il ne faut pas s'adresser à eux n'importe comment. Donc c'est des vols qui sont stressants. On ne les fait pas passer au RX comme tout le monde. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à respecter. Ils ne veulent pas passer au rayon X? C'est pas c'est la famille royale. Donc souvent, c'est des vols diplomatiques. Donc ils passent pas. Voilà. Ils ne vont pas être scannés comme. Ils rentrent ce qu'ils veulent sur le pays? Oui, mais bon. Souvent, ils sortent. Mais bon, c'est des rois. Voilà, mais famille royale, chez eux, c'est très vaste. C'est très vaste, pardon. Il y a beaucoup de princes, de princesses, Donc personne ne passe au rayon X, putain, incroyable. Donc voilà, c'est des vols qui sont importants, très importants en termes d'organisation. Et donc la pizza. Et donc ce vol-là, on arrive, donc tous les passagers arrivent, montent dans l'avion, on ferme l'avion, et les personnes de l'ambassade ne partent que quand l'avion a décollé. Même s'il part de la piste, du parking, ils attendent le décollage de l'avion. Donc là, gros stress, machin. Donc c'est 3-4 heures de travail en amont. Tout va bien, ils ont fermé les portes. A priori, ils ont tout ce qu'il leur faut. Le catering est là, tout va bien.
Catering, c'est la nourriture qu'on a à bord, hein, qu'on charge, qui coûte des milliers d'euros. Quand c'est des vols comme ça coûte extrêmement cher. Juste pour un trajet de quelques heures. Juste pour un trajet de quelques heures. Ils partaient à Doha, si ma mémoire est bonne. Bref, donc ils fuel, machin. Et ensuite, ils partent du parking. Donc ils décollent. Nous, on a l'indication, le vol a décollé, la tour nous appelle, le vol est parti. Les gens de l'ambassade disent « Ok, bon, bah super, pour nous, tout s'est bien passé. On s'en va. » Ils commencent à partir, et là, on a un appel de la tour de contrôle qui nous dit « L'avion revient. » Et on ne sait pas pourquoi. Alors qu'il est en l'air. Bah, il a décollé. Oui. Donc là, il revient. Un avion qui revient au parking, c'est un avion qui a besoin d'éliminer sur la région parisienne tout son fuel. Ah oui, parce qu'un avion ne peut pas atterrir avec son fuel à bord. Alors ça, tout le monde ne le sait pas. Voilà. Moi, j'ai appris avec Sophie, la pilote d'A380 dont on parlait tout à l'heure, Oui. c'est que l'avion est tellement lourd au décollage que si jamais il se reposait, il s'écraserait sur son train d'atterrissage. Exactement. Donc en fait, il peut décoller, Oui. il peut rouler et décoller, mais il ne peut pas se reposer. Exactement. Et donc, ils ouvrent les cuves et Parce que c'est dans les ailes. En fait, ils répandent le produit. Exactement. Enfin, ils répandent l'essence. Dans la mer, parfois. Dans la Ils sont mer. sur les côtes, ils vont au-dessus de la mer. Pas ici, du coup. Ils Ils font vont- pas des lignes droites saines, en fait. Bah, ils se répandent. Au-dessus de Paris. Bah, ils n'ont pas le choix. Enfin, pas au-dessus de Paris, parce que, bon, bref, ils sont obligés d'atterrir, mais sans fuel à bord. Donc, ils le font- larguent quelque part. Voilà, Là, donc on parle attend un petit de peu. centaines de milliers de litres, de Beaucoup. tonnes. Ouais, c'est ça. Donc bon pour la santé, ils évacuent ça. tout ça. Respirer. C'est pour ça que j'ai changé de région. Donc, du coup, voilà, ils ont bien éliminé tout le fuel. Et donc, ils atterrissent ensuite. Puis nous, on est comme ça, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous avez aucune info? On n'a pas d'infos, parce qu'ils ont simplement, ça a dû être donné au commandant de bord. Le commandant de bord, il raconte pas sa vie à la tour. Il dit juste, on a besoin d'atterrir. Ils font les protocoles, etc. Ils atterrissent. Ils arrivent au parking. Et nous, on est comme ça, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il y a la Sécu qui se rapproche. Bah, il y a les pistards, enfin, c'est les gens de piste, etc. On fait comme une approche normale d'un vol qui se parque. Hein. On arrive à la porte, et l'hôtesse ouvre et on dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, le petit veut une Pizza Hut. Donc on rigole. Voilà, on a eu la même réflexion, on a dit non, mais sérieusement. Elle a dit sérieusement, C'est une il veut blague. une Pizza Hut. Ah, ils voulaient Pizza Hut. Et il voulait une Pizza Hut. On est parti chercher De chez Pizza Hut. deux Pizza Hut. C'est pas un placement Ça de fait produit non, de ça fait pas l'émission. du tout placement de produit. Mais voilà, donc on est parti chercher une Pizza Hut. Il y avait 10 000 ou plus de catering à bord. Ils avaient de quoi bouffer pendant Ils avaient de deux quoi semaines. faire une pizza à bord, largement. Incroyable. Ouais. Ils ont vraiment largué. Ils ont Des refait le centaines fuel le de temps qu'on milliers allait de chercher la litres. pizza. Ouais, ils ont refuelé l'avion, et puis ensuite on a ramené la pizza, ils ont fermé les portes, ils sont partis. Voilà. Ils sont revenus pour la sauce, parce qu'on avait oublié. Incroyable. Ok. Ouais. Putain, Mais c'est le ça qui fait prendre du recul. gaspillage. Ouais, mais ça fait prendre du recul aussi parce que, en fait, c'est pas notre monde. Je pense qu'il faut vraiment que. Moi, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, pas. Trop loin. C'est pas, tu vois, on joue Mais pas. c'est dans pas le même, forcément mieux, hein. Non, mais c'est. Et puis ils sont pas forcément plus heureux parce que nous on les voit. Hein. On les voit en famille. C'est pas forcément des gens qui sont. Non, Ça sent pas le bonheur, toujours. ça Y a pas de- transpire pas. Ça transpire pas le bonheur. Ça transpire pas. Mais voilà, après, ça fait prendre du recul. Moi, bon, dès le début, je me suis dit, finalement, ouais, le trop d'argent comme ça n'est pas forcément gage de Ouais. ni de bonheur, ni d'autre Et chose. puis sinon, il pouvait dire à son fils d'attendre un peu. Hein. Je vais te citer des choses à faire, qu'on pourrait faire dans un avion. Tu vas me dire si c'est une bonne idée ou pas en termes de sécurité. Toi qui es Dans un avion formatrice normal sécurité. ou dans un avion Dans un avion de ligne. Utiliser une cigarette électronique. Ça, c'est interdit. Est-ce que les gens, c'est interdit de fumer? Ouais. Est-ce que s'il y en a qui vont avec une cigarette électronique dans les toilettes, se C'est le cacher- problème, c'est les fumées qui peuvent alerter les équipages. Nous, c'est une des plus grosses urgences à bord, ça va être les feux. Un feu, ça double quasiment toutes les secondes dans un avion. Ça double toutes les Bah oui, à cause de l'atmosphère qui est bien particulière, hein, la pressurisation de l'avion. Donc c'est quelque chose qui est très, très particulier. Donc il y a des compagnies qui l'acceptent. Dans un jet, par exemple, les gens ont le droit de fumer. Parce que c'est leur avion. Donc on ne peut pas non plus interdire les gens On peut de fumer en l'air. Oui, dans un jet privé, oui, parce qu'on fumait avant dans les avions. On a arrêté puisque ça posait énormément de soucis, que les gens faisaient n'importe quoi, qu'ils jetaient ça dans... Mais potentiellement, c'est pas dérangeant dans un point de vue juste C'est juste mauvais technique. pour la santé de respirer, quoi. Ça, et puis c'est surtout que ça provoque des feux à bord. Nous, c'était le truc principal. Mais j'ai fait des vols où ils demandaient de fumer. On va parler dans un instant avec une psychologue qui est spécialisée dans les peurs en avion et qui a ouvert justement quelque chose. Elle va nous expliquer des stages pour pouvoir avoir moins peur de l'avion ou plus du tout. Elle arrive à guérir complètement certaines personnes. Elle va venir nous raconter comment elle fait, les étapes et comment avoir moins peur en avion dans quelques minutes. Juste avant, est-ce qu'on peut se balader pieds nus dans l'avion? Est-ce que tu as eu des problèmes de ça, qui se met le pied nu? Est-ce que c'est trop dangereux si jamais on doit fuir, si machin? Non.
Si tu dois fuir, ça peut être mieux parce que sur le toboggan, c'est chiant, les chaussures, ça accroche. Donc ça peut être un avantage. T'as des mecs qui sont très mauvais et t'es obligé de leur dire de remettre des chaussures. C'est compliqué. Enfin, c'est comme celui qui va être torse nu dans l'avion, c'est des choses qui se font pas. Le problème, c'est que l'avion, c'est extrêmement démocratisé et que on vient dans l'avion quand on va dans le métro. Avant, c'est vrai que, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on s'habillait bien pour prendre l'avion, on essayait d'être correct. Maintenant, c'est tellement démocratisé que les gens arrivent en tongs et pieds nus, j'ai envie de dire, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas de grosse différence. Donc, Rester plus d'une heure aux toilettes. Est-ce qu'on peut rester longtemps aux toilettes dans un avion? Ça va alerter vite. En général, on a l'œil dessus quand même. Donc, on va au moins demander ce qui se passe. Parce qu'il peut y avoir une urgence médicale aussi derrière. Il y a des gens qui font des malaises. Ça t'est arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé d'avoir de personnes qui font des malaises. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent faire des malaises. Donc, on va au moins alerter, demander ce qui se passe. Aller s'asseoir sur des sièges libres pour t'allonger quand il y en a plusieurs. Alors, il faut le faire après le décollage. C'est souvent ce qu'on dit. Quand les vols sont pas pleins, parce que le pilote est averti des places passagères. Et par exemple, s'il y a personne derrière et que tout d'un coup, tu mets du monde... Tu vois, ça peut faire. C'est pour ça que souvent, quand on dit, il y a des places derrière, je fais, attendez après le décollage. Souvent, on va te dire ça, attendez après le décollage, simplement parce que, voilà, le pilote, il a déjà en idée sa répartition de charge dans l'avion, et que si tout le monde de l'avant va se mettre à l'arrière, ça pourrait déséquilibrer. Voilà. Donc lui, on va te dire après le décollage, parce qu'une fois que l'avion est en l'air, ça n'a pas trop d'incidence, mais après le décollage. Faire des exercices, des pompes, squats, etc. Est-ce qu'il y en a qui te demandent, ils ont envie, un mec qui fait des... Je sais pas si tu as vu, des fois dans les vidéos Air France, te dit essayer de faire un petit peu ça. Pour les grosses causes de problèmes à bord, souvent, c'est, tu sais, les problèmes de circulation. Parce que c'est pas bon, parce qu'encore une fois, on est dans rester un avion, 8 heures assis, c'est pas bon. On a un avion pressurisé qui a un effet sur le corps. C'est des choses que j'explique en cours aussi, sur les oreilles, sur... les vaisseaux, Et tout ce qui est cavité creuse. Ce qu'on appelle les cavités creuses, ça va être ton estomac, ça va être si tu viens de te refaire faire une dent et que tu as une petite bulle qui reste, tu peux avoir une énorme douleur. C'est pas tant la douleur du truc, c'est que en fait, au moment où on pressurise l'avion, exactement, quand on fait quand l'avion est pressurisé, toutes ces cavités creuses vont se... Tu sais, je sais pas si tu as déjà fait le test d'avoir une bouteille d'eau à moitié, voilà, quand tu décolles, et puis elle refait la même chose. Ton corps, il fait la même chose. Ton corps fait exactement la même chose. Donc tu peux ressentir des douleurs. Tu sais, souvent, tu as des problèmes digestifs, oreilles et tout, c'est à cause de ça. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas faire de plongée pour pas avoir de bulles d'air dans le sang? Parce que ça peut tuer, ça. Il ne faut pas le faire 24 heures avant, 24 heures après. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est très vrai. Parce que en fait, ton corps ne comprend plus pourquoi tu descends et tu vas remonter tout de suite. Donc, pour rééquilibrer ces niveaux de pression, etc., il faut justement respecter... Ça, tu as déjà vu des accidents graves? Non, c'est pas des... Mais on sent les effets, en fait. Si tu as des gens dans l'avion, nous, c'est ce que j'explique aux hôtesses en formation, c'est que si vous avez une passagère qui... On va pas tout de suite alerter, non. Est-ce que vous avez récemment eu des soins dentaires, etc. Si c'est le cas, c'est dû aux soins dentaires. C'est pas dû à un truc particulier qui fait que l'avion... Non, et il faut expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un soin qui est fait, parce que... à cause de l'expansion des gaz, etc. Bon, ça, c'est un peu technique, mais voilà, c'est pour cette raison-là. Est-ce que tu interdis certains aliments, un sandwich avec du fromage qui sent très fort? Est-ce que, pour pas qu'il y ait des gens qui fassent de malaise, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, tiens, vous mangez un truc, c'est vraiment dégueulasse? Non. Du poisson, quelqu'un qui ramène un truc de son... c'est rare que les gens... Du village, qui l'a cuisiné, non, c'est horrible. Non, ça c'est assez rare que les gens ramènent des choses. Maintenant, un peu plus, mais c'est plus des sandwichs, des choses comme ça, parce que des fois, il y a des avions maintenant sur lesquels on peut plus manger. Enfin, ils servent ou c'est très cher. Donc les gens ramènent. Mais j'ai pas eu de... Après, c'est la nourriture que nous, on donne aux pilotes. Je vais te dire, dans les films sur l'aviation, quand il y a des avions, tu vas me dire si c'est crédible, enfin si c'est vrai, si ça peut se passer dans la réalité ou pas, qu'il y aurait dans certains films, il y a des parachutes pour les hôtesses et pour le pilote. Est-ce que ça existe? Non. Il n'y a pas de parachute. Déjà, parce que les fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir. Non, mais c'est... Non. Ça va trop vite, un avion de ligne, en plus. C'est pas une question de ça, c'est qu'on peut pas en sortir. Ou alors, il faudrait qu'on ouvre la porte, l'avion entier se dépressurise. Enfin, c'est pas... Oui, c'est pas la réalité. Dans les films, un trou dans l'avion aspire tous les passagers, comme ça, en Ça, c'est arrivé. C'est arrivé sur un avion, c'est un gros porteur, un Boeing, où, en fait, il y a une pièce du moteur qui s'est détachée, en fait, qui a été percutée une partie de l'avion
et un hublot. Ok. Donc ça a créé une dépressurisation rapide, explosive, comme on appelle ça, dépressurisation explosive, ce qui fait que les masques tombent immédiatement, etc. Mais par contre, la seule personne, donc personne n'est mort parce que tout le monde a pris le masque, tout le monde est attaché, ça va, mais la personne qui a été juste à côté en fait, du hublot, elle a été... Aspirée? Ouais. Dehors? Dehors, je sais plus, je sais qu'elle est, elle est décédée, mais elle a été... Oui, parce que c'est impressionnant. Quel est l'endroit où il faut s'asseoir le moins dangereux dans l'avion en cas Derrière. de crash? Derrière. C'est derrière. Enfin, c'est surtout que sur tous les rapports d'accident qu'il y a eu, c'est toujours les gens derrière qui sont le moins touchés. Mais tout le monde va être devant pour sortir en premier. Donc, Ah, mais ça c'est pas. si vous voulez mourir, vous mettez devant et vous sortez en premier. Si vous préférez sortir un petit peu après et survivre, derrière. Derrière, au niveau du hublot, ou derrière, au niveau du couloir. Si jamais on a le choix. Pas beaucoup d'incidence. Si tu préfères voir comment tu vas mourir, tu n'es pas du hublot. Non, mais ça n'a pas beaucoup d'incidence. Ça. Donc derrière, couloir peut-être. Parce que comme ça, s'il y a un truc qui tape et t'es pas aspiré dans le vide. C'est rare, franchement. Des trucs comme ça, moi j'en ai vu, enfin, des cours que je fais, des choses que j'ai étudiées, ça a été le seul. Dans les films, il y a toujours un passager qui hurle de panique à chaque turbulence. Des mecs qui vraiment font des crises, tu sais, ils se lèvent, Ouais. ils hurlent, et ça, c'était déjà arrivé. Il y en a. Alors des Expansifs. Expansifs, non, mais les gens ont peur. Les gens ont très peur en avion. Si un oiseau touche les réacteurs, les réacteurs prennent feu. On voit dans certaines Ouais. vidéos sur Internet. Ça t'est déjà arrivé? Non. Un réacteur en feu? Non. Non. Mais il faut plusieurs oiseaux pour... Mais parfois, il y a des péter bancs un- d'oiseaux. Enfin, des... Oui, mais c'est pour ça. Bah, c'est typiquement le cas du vol qui s'est posé sur l'Hudson, c'était vraiment ça. Donc un oiseau, non, puisque c'est fait pour, mais plusieurs oiseaux Un en même oiseau, temps, ça va, mais pas 15. c'est pas possible. Est-ce que c'est grave? S'il y a un réacteur qui prend feu, Un seul, non. est-ce que si tu vois un réacteur qui prend feu, juste, pas qui explose, hein, juste qui commence à prendre feu, et que t'es pas au-dessus de la mer, est-ce que l'avion peut survivre, enfin, continuer de voler avec un seul Oui. réacteur? Ouais. Ça, oui. Oui, c'est fait pour. Donc s'il arrive à éteindre l'incendie... et à Exactement, il couper- faut couper le moteur immédiatement, c'est déjà arrivé, il y a beaucoup d'incidents comme ça où ça est arrivé. Ils gardent Il leur suffit- calme. Tout est fait pour, en fait, c'est pour ça qu'il y a deux moteurs. C'est pour vraiment pouvoir éteindre, et ça le désolidarise complètement du reste de l'avion, quelque part. Son alimentation fuel est coupée, et évidemment, il faut se poser rapidement. C'est logique. Donc ça parce peut que ne pas être grave, c'est ça que je veux dire. c'est quelque chose de grave, ça fait partie des incidents graves, mais pour lesquels les pilotes sont On formés. peut s'en sortir, quoi. Bah, les pilotes sont formés, et c'est pour ça, hein, c'est une réalité. Ils sont formés à tout un tas de... Quand ils font du simulateur de vol, tous les scénarios leur sont proposés pour pouvoir réagir. Et alors, je t'ai posé la question, mais de manière un petit peu différente. Donc pour terminer, justement, ces rapports avec les films et la sécurité dans les avions aujourd'hui. Dans certains films, les hôtesses sont formées au combat rapproché, où il y a une arme cachée dans l'avion, etc., où il y a un policier en civil, notamment aux États-Unis, je crois. Qu'est-ce qu'il y a en France, à part trouver le mec le plus costaud de l'avion pour qu'il t'aide? Trouver le mec le plus costaud de l'avion pour qu'il nous aide. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Malheureusement, on n'est pas formé à ça. On est plus formé à essayer de faire en sorte que quelqu'un ne boive pas trop. Ça, on peut réussir à gérer. Essayer de repérer des gens qui peuvent aider. Essayer de discuter avec les gens. Moi, ça, on me l'a souvent dit. On me l'a dit, oublie jamais que, avant tout, la personne qui va être énervée, elle va parler à l'uniforme. C'est pas toi directement, elle va parler à l'uniforme. Mais souvent, dans les cas de gens qui vont s'énerver en avion, tu sais, c'est souvent un enchaînement, ce que je disais avec la voiture, c'est-à-dire que la personne, elle s'est réveillée en retard, elle arrive à l'aéroport à la bourre, son bagage pèse un peu trop, enfin un peu trop grand, il va pas pouvoir le prendre. Tu vois, c'est une succession de choses qui fait que le mec, il arrive en cabine, il est bien, tu vois, et tu lui dis, monsieur, votre bagage est... Et c'est là que ça va partir. Et souvent, c'est ça qui peut créer des incidents, c'est les gens qui montent en pression, Et encore une fois, l'univers de l'avion est assez particulier et qui fait que ça peut partir. Comment tu vas rencontrer cette famille ukrainienne où tu vas te mettre à travailler? Cette fois-ci, tu vas retourner en vol avec eux dans un avion qui leur appartient. Oui. Alors, par hasard, par annonce. Et comme je travaillais déjà au sol, ils m'ont fait confiance parce qu'ils savaient que je gérais un petit peu. Je n'avais pas d'expérience en vol privé. Mais par contre, j'en avais sur l'organisation, en tout cas, des vols en soi. Tu peux te payer combien, hôtesse de l'air classique, une fourchette, pour qu'on se rende compte s'il y a des gens qui ont envie d'être Dans le commercial steward ou hôtesse, ouais. Dans le Dans commercial. un vol commercial classique, c'est une fourchette très large. Hein. Alors, il faut savoir aussi que quand on fait ce métier, on a toujours un fixe. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle des per diem, c'est-à-dire c'est des indemnités journalières qui souvent est adaptée, par exemple, au pays dans lequel tu es. Si c'est un pays où le coût de la vie est cher, par exemple, on va avoir des indemnités un peu plus importantes. Okay. Donc, tu as toujours un fixe et un variable.
sans trop dire de bêtises, même si ça fait longtemps pour moi, on va dire qu'une hôtesse sur de lignes qui commence, elle va être autour de 2000, 2005 à peu près. Brut? Net? Non, net. Et sur les jets, on va être... Après, ça dépend, puisque c'est la personne qui t'emploie. S'il a envie de te payer, j'ai vu des hôtesses qui étaient payées 10 000 € par mois. Putain. Moi, j'ai été à 4-5 000, à peu près. Et t'étais d'astreinte tout le temps? En fait, tu couvres l'avion par des périodes. Donc, il y a toujours sur un équipage, donc l'équipage dans l'avion, c'est 2 pilotes, une hôtesse. Un équipage complet, c'est 4 pilotes, 2 hôtesses, puisqu'on se relaie. L'avion doit être couvert H24. Donc, en fait, quand c'est notre relais, donc c'est pour ça que souvent, c'est des 2 semaines, 3 semaines, ça dépend du rythme qu'on a eu. Moi, j'ai toujours travaillé en 2 semaines. C'est-à-dire que 2 semaines, tu couvres l'avion, mais complètement, où qu'il soit. Et ta collègue arrive, hop, elle reprend l'avion pour 2 semaines, et puis tu fais ça au fur et à mesure. Tu travailles 2 semaines, tu es à la maison 2 semaines, tu travailles 2 semaines, etc. En couverture complète de l'avion. Le jour, la nuit. Ça veut dire quoi, hôtesse de jet privé? Qu'est-ce qui change par rapport à un vol classique avant de faire rentrer la psychologue? C'est 2 métiers différents. Pour moi, j'ai découvert 2 métiers différents, parce que j'ai fait les 2. J'ai vraiment fait le commercial, sol, privé. Et pour moi, c'est 2 métiers complètement différents. Parce que l'hôtesse en commercial, on est là pour beaucoup la sécurité. On est là pour gérer le flux de passagers. On est là pour vraiment faire attention que tous les protocoles soient respectés, qu'on fasse attention à la sécurité des vols, qu'on soit en relation complète avec les pilotes. Voilà, faut que les vols se passent bien, etc. Le service, il est là, évidemment. On produit un service, les hôtesses de première. Mais par contre, dans un jet privé, on fait tout de A à Z. C'est-à-dire que moi, mon avion, c'était devenu mon salon. Tu t'occupes de l'odeur, que quand les passagers arrivent, ça sente bon, qu'il y ait une petite musique, qu'il y ait des fleurs, que ce soit nickel. Faut pas un truc par terre. Moi, je faisais le ménage en étant à plat ventre par terre pour vérifier qu'il n'y avait pas un truc, un minou, une feuille. Tu t'occupes vraiment de tout. Tu t'occupes de la nourriture à bord, du vin, de l'aspect sécurité quand les hôtesses sont formées, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais voilà, tu t'occupes vraiment de tout. Donc le métier, il est différent parce que il y a beaucoup moins de sécurité et beaucoup plus d'attention, puisque si la personne qui t'emploie ne t'aime pas, t'as pas de contrat français. Donc ton rôle ne tient qu'à un fil. Wow. Tu vas faire 2 ans avec eux. Oui. Ça a mal se passer à un moment donné avec la femme? Non, c'était mon dernier avion. Celui-là, ça s'est super bien passé. Celui-là, ça a été la meilleure expérience que j'ai eue. Celui-là, ça s'est bien passé avec la famille? Oui. Ils m'ont donné ma chance. J'ai beaucoup volé avec monsieur, puisque c'était pour des raisons professionnelles qu'il utilisait l'avion. Donc, on partait à Mariupol pour la semaine, on revenait. Donc, c'était à peu près les trajets qu'on faisait. Et puis, avec la famille, quand il y avait des événements particuliers, les vacances des enfants, ce genre de choses, on volait avec la famille. C'était avant la guerre en Ukraine, du coup? C'était juste avant, oui. Mariupol, je oui, suis pas sûr que l'aéroport soit encore bien utilisable comme ça. Non, je suis pas sûre. Et donc tu fais des allers-retours avec eux. Français, du coup? Franco-ukrainiens? Non, ils sont ukrainiens, mais ils ont un amour de la France tous les 2. Ils parlaient extrêmement bien français. Mais t'es basé où aussi? À Paris? Moi, je suis basée chez moi, oui, à Paris. Eux, ils habitaient à Paris à l'époque. Ensuite, ils avaient déménagé dans le sud. Donc après, j'ai été basée à Nice. Mais j'étais basée à Cannes, mais j'ai été basée à Paris. Et Paris, je faisais Paris, Mariupol. On restait la semaine. Donc, j'ai passé des semaines entières à Mariupol. Et puis, je rentrais typiquement comme quelqu'un qui va travailler le lundi, et puis on revenait le vendredi soir. Puis des fois, on faisait des sorties le week-end, et puis voilà. C'était un G200, l'avion? Oui. Je vous mets la photo, là. Gulfstream 200, oui. Sur le tarmac, il y a un gros... Tout petit. Alors, il y a aussi les BBJ, pour terminer, dernier sujet avant qu'on fasse rentrer oui. un psychologue, pour parler justement de la peur en avion et de comment outrepasser ça. Les BBJ, donc avions d'affaires, donc en gros, c'est des gros avions de ligne, sauf qu'ils sont en mode jet, alors que c'est des gros avions de ligne. C'est des Boeing 737. Donc, ce qu'on prend... voilà. Mais des photos qui s'affichent, c'est vraiment des avions qu'on prend, nous, pour du court moyen. Sauf qu'il y a des lits, quoi. Sauf qu'il y a des chambres, 2 salles de bain. C'est comme des avions présidentiels, un peu? C'est un peu ça, oui. On a une espèce de table de conférence, un endroit un peu bureau qui peut se transformer en chambre, une vraie chambre, une salle de bain, des douches. Qui utilise ça? Alors, celui-là était charterisé, pour le coup, parce que c'est des gros appareils et c'est assez rare que ce soit... un propriétaire qui le détient. Donc là, c'est une société qui s'appelle... c'est des sociétés de gestion qui vont gérer l'avion et qui vont le louer. Voilà, dire l'avion est disponible. Donc on a pas de personnalité, pas de personnalité connue. Ça va plus être des Saoudiens, typiquement, qui font... J'ai fait un tour du monde avec un prince et une princesse saoudienne. J'ai fait un vol avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies.
Donc ça va être un peu ce genre où ils ont besoin souvent de place, et c'est des vols longs. C'est pour ça qu'ils préfèrent avoir une chambre pour que les personnes puissent dormir. Ça va plus être cette configuration. C'est que des vols long courriers quasiment. Sur les vols en jet privé, vraiment, je voudrais aborder encore 2 petits sujets rapides. Est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité? Est-ce que tu as vu que parfois les hôtesses, les gens n'étaient pas assez formés sur ça? Les hôtesses ne sont pas formées du tout. En fait, il faut savoir qu'en dessous de... C'est la réglementation internationale qui veut ça. En dessous de 19 passagers, 19 places assises dans l'avion, l'hôtesse n'est pas réglementaire à bord. Elle est pas... réglementairement, elle n'a pas à faire l'objet de sécurité. C'est pour ça que des fois, sur Air France, on te dit les personnels sans un signe rouge sont chargés de votre sécurité. Ceux qui ne l'ont pas, c'est des gens qui ne sont pas formés. Mais en aviation d'affaires, personne n'est formé du coup. D'accord. Et c'est un gros sujet pour moi, parce que moi, je les forme pour ceux qui veulent payer la formation, puisqu'évidemment, c'est une formation qui coûte cher, mais qui, pour moi, est essentielle, puisque, comme sur tout appareil, il se passe énormément de choses. Il y a des feux, on en parle moins puisque voilà, c'est des jets privés, qu'on a un petit peu moins le rapport de ça, mais il y a énormément de crashs qui interviennent sur des feux à bord, sur des choses assez anodines, et les hôtesses sont pas formées. Toi, tu es instructrice sécurité aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu as déjà eu des vols justement où en termes de sécurité, tu étais avec des gens qui ont fait des stops, qui ont fait monter des gens à bord des trucs, tu t'es dit oula, en termes de sécu, c'est moyen? Ouais, j'en ai eu, il y a eu plusieurs où je me suis dit, s'il se passait quelque chose, on n'était pas bien. Le vol dont tu parles, en l'occurrence, c'est un vol où on était parti, vol saoudien. On était parti avec des hommes, voilà. Vol normal, tout se passait bien. On a décollé et après quelques minutes de décollage, on nous dit on va pas directement partir à Dallas, de mémoire, on fait un stop à Londres. Bon, encore une fois, on est payé pour ça et s'ils ont envie de faire un stop, on fait un stop, on dit pas non. Donc l'équipage réorganise le plan de vol, etc. On fait le stop à Londres et là, à Londres, on charge. On fait monter, il y en avait, je crois, 5 ou 6 escortes qui vont être là pour divertir les passagers jusqu'à Dallas. Donc nous, on ne le sait pas, on le comprend après, en voyant le type de personnes qui arrivent. Et puis, quelques minutes après le redécollage donc, de Londres, ça devient alcool à gogo, c'est une fête. Il n'y avait pas la boule, mais quasiment, quoi. Comment tu sais que c'est des escortes? Parce qu'en fait, dans le lot, il y en avait une qui parlait français, donc il nous l'a expliqué, on va dire. Et puis, à l'attitude de ce qui se passait à bord. Clairement, on sait très bien pourquoi ils les ont pas... C'est pas des copines de longue date? C'est pas des... Voilà, c'est pas des copines de cousines. C'est pas des copines de promo, a priori. Et donc, du coup, ça se transforme... Où là, vraiment, je me dis... fin du vol... Alors, elles étaient très sympas, mais il y a eu énormément d'alcool. On finit le vol avec des filles par terre, avec du vomi, avec un avion qui est saccagé et qui... pour nous, en termes de sécurité, est dangereux, puisque s'il se passe quoi que ce soit, on perd la moitié, quoi. On ne peut pas circuler dans l'avion, il faut remettre les filles, essayer de les porter dans leur vomi, les remettre pour essayer de les attacher. Ça devient des situations qui sont extrêmement compliquées. Puis à la fin du vol, elles ont toutes eu leur enveloppe, que le. Donc c'est pour ça qu'on s'est bien douté pourquoi elles étaient là. Mais c'est des vols qui sont compliqués à gérer, parce qu'à la fois, nous, on ne peut jamais dire non. On ne peut jamais dire hop, 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 attention les filles, vous avez... Non, évidemment. Et puis parce qu'elles sont là pour ça. On les embauche pour ça. Et puis, mais en termes de sécurité, c'est très grave. C'est quoi, toi, qui as été hôtesse pendant des années, notamment sur jet privé, le moment où tu as eu le plus peur pour ta vie, où vous avez eu un problème en l'air? C'est une turbulence qui m'a surprise. Où là, j'ai vraiment... j'ai eu peur avec le recul. C'est-à-dire que sur le coup, c'est quand même un peu... T'encaisses. Voilà, sans parachute, t'as pas peur sur le... C'est après coup, tu dis, quand même, j'ai sauté de haut. Là, c'était un peu ça. On suivait le 380, on suivait un 380. Et les pilotes, donc moi, j'étais dans le galet. Donc la galet, c'est la petite cuisine qu'il y a juste avant quand on rentre dans un jet. J'étais en train de faire ma vaisselle. Bon. Le passager derrière était en train de se regarder un film. Il était attaché, tout allait bien. Il était seul, le passager? Oui, il était tout seul. C'était le propriétaire de l'avion, il était tout seul. Puis moi, je faisais mes bidouilles. Et puis les pilotes me disent, ah tiens, regarde sur les radars. C'est marrant, on suit un 380. Bon, vous le voyez pas? On voit le radar, donc on sait que c'est un gros... mais on voit juste... Mais devant, non, nous, on pouvait pas... Faisait nuit? Non, mais je sais pas pourquoi on le voyait. Je m'en souviens pas, mais je me rappelle de l'image sur le radar. Et en fait, il a fait une manipulation. Et en fait, les turbulences peuvent venir de ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a les turbulences météorologiques, et il y a les turbulences des manœuvres des avions qui se trouvent devant. En fait, sans doute qu'il a fait une poussée, et en fait, les réacteurs ont créé ce qu'on appelle des... c'est comme des vagues, en fait. Tu sais, ça va prendre une amplification. De vortex, un peu. Tu sais, comme quand tu as un bateau qui passe au long de la plage, les vagues, elles arrivent, et puis toi, elles arrivent, elles montent. C'est exactement pareil. C'est en oscillation, c'est un petit peu étrange. Et en fait, nous, on se les prise. Seulement un 380
sur un tout petit machin qu'on était. En fait, nous, l'avion, il a... Il est tombé? Non, il est pas tombé, il est passé de ça. Sur le côté, ouais. Ouais, et en fait, moi, j'ai été balancée partout. Je m'en souviens, c'est anecdotique, mais j'avais un tiroir avec toutes mes capsules de Nespresso. M'a fait une confetti là-dedans, j'en avais partout. Ma vaisselle explosée. Enfin, j'ai été vraiment choquée puisque ça a été très soudain. Que, encore une fois, ça bougeait pas et d'un coup... Un ciel magnifique, enfin, pas de raison de turbulence. Et quand on est arrivé, les pilotes me l'ont pas dit tout de suite. Et un pilote m'a dit on était à ça du décrochage parce qu'on s'y attendait. Même eux, ils s'y attendaient pas, quoi. Décrochage, c'est fini? Décrochage, ça veut dire que l'avion, c'est un avion de papier. Terminé. Je sais pas si c'est arrivé, mais c'est rare de rattraper un avion qui décroche. Ah oui? C'est un avion qui est... Voilà, qui a plus de portance, qui a plus rien et qui va... Et même s'il tombe, tu peux pas rattraper après en... Rappelle un pilote du 380, moi je saurais pas te dire, mais c'est rare. Et tu as déjà eu quelqu'un que tu as formé à la sécurité, un peu bête, et tu t'es dit, je sais pas si je peux la laisser repartir en avion, c'est dangereux. Ouais, j'en ai eu une seule, qui était chef hôtesse de sa compagnie. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai dû faire un rapport que j'ai fait auprès de ses pilotes, parce que j'ai vu ses pilotes après, je leur ai dit, c'est pas sérieux. Elle travaillait pour l'armée de son pays, donc encore pire. Et elle était niaise. C'est-à-dire je lui parlais en cours, donc elle était censée être en plus chef hôtesse, et elle me faisait toujours... Et elle disait à ses hôtesses, c'est pas comme ça. Alors à chaque fois, je disais, mais... des fois, je coupais, je disais, attends, pousse 2 secondes, c'est de la réglementation. Donc c'est pas... Elle me dit, oui, j'ai compris. Non, mais je dis, c'est de la réglementation aérienne, ça doit être comme ça. C'est tout. Elle me dit oui. Je peux recommencer. Elle me dit oui. Et donc en fait, je voyais avec la tête. Donc elle formait et j'étais obligée de lui dire, écoute, en parallèle, fais pas ton cours parce qu'en fait c'est un protocole. Je t'invente pas des règles à moi. C'est la réglementation aérienne. C'est écrit dans les bouquins. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. Et en fait, sur tous les trainings qu'on faisait, donc après on fait les feux fumés, c'est-à-dire que c'est des exercices où on rentre en cabine. On prend des extincteurs, on simule des feux, il faut éteindre les feux, simuler l'ouverture d'une issue d'aile, sortir de l'issue, s'équiper évidemment, donc mettre une cagoule. Donc ça, c'est des trainings que toutes les hôtesses font, en commercial et en privé. Et elles, donc je forme toute l'équipe et tous ces hôtesses, ok, super, elles le font. Puis elles, au moment de passer, elle a l'extincteur, je lui dis, bon, t'as compris, tu t'équipes, prends l'extincteur, tu dégoupilles. Dès que tu me dis, ok, je lance le feu, elle me dit, ouais, pas de problème. Je passe 15 ans à essayer d'enfiler ça. Je rentre dedans, je dis, mais t'arrives pas à enfiler? Oui, si. Je dis, dépêche-toi, parce que, beaucoup de difficultés en vrai. Et puis, au moment de mettre le truc, on avait des grilles ouvertes en dessous de la porte, pour que, évidemment, c'est pas des vrais feux dans de vraies situations, mais pour que moi, je puisse voir s'il y a un problème. Et en fait, je sens de l'eau. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, j'éteins le feu. Je dis, il n'y a pas de feu, pourquoi tu me vides l'extincteur sur les pieds? En fait, t'es en train de vider ton extincteur sur les pieds. Ah, pardon, oui, on refait. Je lui dis, t'as ton extincteur, quand je te dis OK, à partir de ce moment-là, tu me dis OK, puis je déclenche le feu, oui. Puis je lui dis, c'est bon, j'entends rien, je sens de l'eau. Je lui dis, faut pas m'arroser les pieds à chaque fois. À un moment donné, quand il y a le feu, tu éteins le feu, mais tu éteins pas mes pieds. Et en fait, ça a duré des heures. Est-ce que c'est dangereux de prendre l'avion aujourd'hui? Non, parce que quand on tombe sur des gens qui sont formés, ce qui est le cas des grandes compagnies aériennes maintenant, les équipages sont extrêmement bien formés. Ils ont ce qu'on appelle des récurrents, c'est-à-dire des stages tous les ans pour faire un rappel sur les systèmes de sécurité, etc. Les avions sont, en termes de technologie, de plus en plus pointus. Donc ça devient de plus en plus sûr, en tout cas. On va faire rentrer Velina Negovenska, qui est docteure en psychologie spécialisée dans le traitement des phobies et de la gestion de l'anxiété. Fondatrice du Centre de traitement de la peur de l'avion. Donc, pour terminer l'émission, elle va nous expliquer comment ne plus avoir peur de l'avion. C'est parti. Ça y est, on a fait rentrer Velina. Bienvenue, Velina. Merci pour votre invitation, merci beaucoup. Velina qui a un accent de Bulgarie, c'est ça, tu me disais? Oui, tu me disais ça tout à l'heure. Je pensais ne plus l'avoir, mais apparemment... Si, un peu quand même, mais c'est pas dérangeant. Donc, tu t'appelles Velina Negovenska. Negovenska, oui. Et tu as fondé le centre de traitement de la peur de l'avion. Il est où, ce centre, pour ceux qui ont peur de l'avion, justement? Alors, le centre existe à plusieurs endroits. On fait des stages à Paris, à Pontoise, à Marseille. Et il y a effectivement un centre aussi en Belgique. Okay. On travaille en partenariat avec des simulateurs de vol. Okay. Et du coup, on dépend aussi des endroits où il y a des simulateurs qui sont de bonne qualité aussi, parce que tout n'est pas de bonne qualité aussi dans les simus, tu dois le savoir aussi. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans, justement, pour aider les gens qui ont peur de l'avion?
Dès le début, moi, j'étais spécialisée dans tout ce qui est gestion de l'anxiété et j'ai eu un patient qui avait peur de l'avion, qui avait un métier très important. Il s'était battu avec des concours pour y arriver. Il était dans un orchestre très connu que je ne citerai pas pour garder l'anonymat, mais il pensait même démissionner tellement la peur était importante. Il essayait même de suivre l'équipe en prenant des trajets de train en fonction de si la météo était bonne, est-ce qu'il y avait des turbulences. Et en fait, il regardait les prévisions des vols. Et en fonction de ça, il se disait, je vais prendre l'avion ou je ne vais pas le prendre et je vais retrouver les autres plus tard, quoi. Donc, c'était hyper compliqué pour lui à gérer. Et il en était arrivé à un point pour se dire, je vais probablement démissionner. Un monsieur dans un orchestre. Exactement. Okay. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, je me suis rendu compte que, évidemment, une psychologue ne peut pas traiter toute seule la peur de l'avion dans le sens où il y a tellement de fausses idées, de fausses croyances par rapport aux turbulences, par rapport au décollage. On a vu énormément de films, de vidéos. De non-connaissance aussi. C'est plus ça, c'est l'ignorance qui fait souvent peur, de bruit, de choses comme ça. Ouais. C'est ça, et on n'a pas les connaissances nécessaires. On nous a jamais expliqué comment ça fonctionne, comment un avion vole, les fameux trous d'air. On se dit, mais voilà, c'est énorme. Et puis, c'est hyper important, du coup, d'expliquer les bonnes informations, donner les infos réalistes et que ça soit fait aussi par des experts, parce que c'est aussi les experts qui vont apporter... T'as déjà eu peur en avion, toi ? Bien sûr, hein, c'est humain. Hein. Notre corps est préprogrammé, en fait, pour ressentir la chute vers le bas. Et il va la sentir de manière très forte, en fait. Nos ancêtres, à l'époque, il fallait qu'ils se protègent pour pas tomber dans les montagnes, dans le vide et tout. Et aujourd'hui, on nous met dans des situations, typiquement le sol transparent à la Tour Eiffel, des choses comme ça. Le corps réagit à ça. Et pareil, notre corps réagit aux turbulences de la même manière. Et tout de suite, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. Et c'est là où c'est important, en fait, d'ajouter les bonnes pensées et de se dire, mais je sais que c'est pas dangereux. Est-ce qu'il y a un truc facile, toi qui es psychologue là-dedans, pour essayer d'avoir moins peur en avion, pour des cas pas trop graves, on va dire. Pas pour les pires où il faut vraiment des stages de plusieurs semaines. Hein. Est-ce qu'il y a un truc assez simple à faire ? Il y a des techniques qui marchent, oui. C'est tout ce qui est gestion de stress. Il y a une petite technique qui permet, quand on est angoissé, typiquement quand il y a une turbulence, on se met à avoir tout de suite les mains moites. Hein. C'est automatique, en fait. Et notre corps se met tout de suite à inspirer plus pour nous préparer au danger, pour nous dire « sauve-toi, il y a un problème » et tout. Et en fait, le but, c'est d'apprendre aussi à expirer au bon moment pour pouvoir, en fait, calmer cet état d'alerte qui se crée dans le corps. Et la seule manière de calmer ça, c'est l'expiration. Donc, en fait, quand on a peur, on va se mettre à inspirer plus, on se met en apnée et ça y est, on se prépare à fuir, à se battre. Et justement échapper au danger. Et le but, c'est de dire au corps, détends-toi, il n'y a pas de problème. Donc, c'est l'expiration qui va compter. Il y a des petites applis qui permettent de le faire, en fait, pour que l'expiration soit plus longue que l'inspiration et qu'on amène de la détente pour le corps. C'est de calmer un peu le rythme cardiaque. Exactement, parce que c'est l'emballement cardiaque qui nous fait peur aussi. Et puis, quand on est en mode un peu stress, panique, il y a le rythme cardiaque qui s'accélère. Est-ce que c'est une bonne idée, quand on a peur de l'avion, de mettre un casque, par exemple, un casque audio, de mettre de la musique et de fermer les yeux, de ne pas regarder du tout le trajet ? Alors, pas toujours, parce qu'il y a des gens qui sont justement dans ces stratégies d'évitement, qui vont mettre le casque, mais il y a énormément de choses qui vont leur rappeler quand même que t'es quand même dans un avion, et du coup, tout à coup, ils vont se mettre à avoir très peur. En termes de techniques comportementales et cognitives, en fait, on essaie plutôt de conseiller aux gens de commencer petit à petit à s'exposer à ce qui leur fait peur, à apprendre aussi les bruits, à un peu se familiariser à tout ça, même avec des petites vidéos avant le vol, pour être plus habitué au son. Toi, t'es pas trop dans le... il faut éviter son corps... il faut cacher la vue, il faut cacher les sens. Par exemple, est-ce que boire un verre d'alcool... On est un peu comme si on était drogué. Et puis, il y a des études qui montrent qu'avec l'alcool et les médicaments qu'on va prendre en vol pour la peur de l'avion, les gens, ils vont même, par exemple, tout ce qui est virage, ils vont les vivre comme si c'était beaucoup plus fort. Et du coup, ça devient beaucoup plus désagréable. Sans oublier, si je peux me permettre, encore une fois, c'est que les effets de l'alcool là-haut, c'est pas du tout les mêmes que ceux quand on a... Donc là, ta mignonnette, elle va être x2 quand tu vas monter. Donc là où on veut juste prendre, allez, on va se dire, on se détend, l'effet va être... Exactement. Et l'effet va pas être juste relaxant. Il peut être vraiment embêtant. Oui. Et pareil pour les médicaments aussi.
D'autant plus que même en prenant un médicament, finalement, si on se croit dans une sorte de cage avec un lion, en fait, les gens combattent aussi l'effet du médicament pour rester éveillés et surveiller ces bruits. Ces signaux. Là, le moteur qui fait du bruit, qu'est-ce qui se passe, puis le moindre mouvement, on va le surveiller aussi. Alors, il y a un classement qui est publié par le site qui s'appelle Thérapie sur la phobie, qui place la peur de l'avion en 4e position des phobies les plus répandues en France. C'est quand même quelque chose de très courant. Selon le centre de traitement de la peur aux avions, donc le tien, le taux de mortalité en avion est de 1 mort pour 20 millions de voyageurs transportés. Donc c'est-à-dire que sa place, on a regardé, ça fait que le voyage en avion est 6 fois plus sûr qu'un trajet en voiture. Exactement, et puis on a plus de chances de gagner au loto que de mourir en avion. Il y a même une autre statistique qui est super intéressante. Par exemple, 8 km en voiture, c'est statistiquement plus mortel, en termes de danger vraiment, que prendre un avion de la liste noire. Et c'est rare qu'on prenne des avions de la liste noire en Afrique. Mais comme tu disais, c'est quand même une peur qui est hyper fréquente. C'est entre 10 et 20% de la population. Et on voit aussi dans les études qu'il y a 1/3 des passagers qui sont angoissés en vol. C'est pour ça que lors des turbulences, en fait, très vite, l'ambiance peut devenir un peu plus et moi, si je peux me permettre, je pense vraiment, parce que moi j'en ai eu beaucoup à bord aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la peur, elle est beaucoup liée pour moi à l'ignorance de l'environnement. C'est-à-dire qu'au-delà, on peut avoir tous des peurs, c'est une chose, mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai une passagère qui est entrée dans l'avion et qui me l'a dit. Elle m'a dit, je vous préviens, je veux juste vous dire, j'ai peur de l'avion. Et je lui ai dit, écoutez, on va se mettre en place, machin. Si vous voulez, pendant le vol, on fait le tour ensemble. Et on va essayer d'identifier ce qui peut vous faire peur. Et en fait, on a fait le tour de l'avion, et puis elle m'a dit, ça c'est quoi ? Je sais rien, ça c'est un truc qui claque. Et quand on entend ça, c'est peut-être la radio. Et quand les pilotes parlent, c'est rien. Et en fait, on a fait tout le tour avec des petits bruits, des petites choses. Et elle m'a dit, à la fin du vol, elle m'a dit, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'identifier, en fait, simplement, parce que la peur en elle-même, je pense que quand on a peur des araignées ou autre, c'est pas le fait de voir une araignée forcément qui est, c'est bon, ça va mieux. Mais c'est beaucoup dû, quand j'en ai parlé aux passagers, c'était beaucoup dû à l'ignorance de l'avion, au bruit. Quand on a l'habitude, on gère les bruits, les machins, mais il n'y a plus rien qui me fait peur. Mais je pense que une grosse partie de la peur peut se développer avec l'ignorance de cette boîte qui vole et on sait pas ce qui se passe. Cette méconnaissance de tous les éléments un peu aéronautiques c'est ça, complètement. Dont on nous a jamais parlé. Et donc, on rentre dans cette cabine qui paraît terrible et forcément, ça fait hyper peur. En entendant des bruits qui ne sont pas familiers, en fait. Parce qu'une voiture, on la voit devant nous, on la connaît, c'est un peu notre deuxième maison. Alors qu'un avion, en fait, c'est que quand il y a le vol qu'on va le prendre. Et c'est quand même beaucoup moins régulé que la voiture. Est-ce que la peur, ça peut être génétique ? Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet de père en fils, de mère en fille, de manière héréditaire ? Alors, on dit que tout ce qui est phobie, et même les autres problématiques psy, il y a des origines multifactorielles. Donc, il y a quand même des gènes de l'anxiété, un peu comme quand on a des yeux bleus, verts, marrons. Il y a quand même des gènes qui vont participer à est-ce qu'on est quelqu'un de plutôt anxieux ou pas. Déjà, quand on est bébé, on est avec une respiration qui est donnée, parfois plus rapide, plus lente. Et ça fait aussi des gens qui sont plus zen ou moins zen dans la vie aussi. Donc, il y a cette partie génétique. Pour l'anxiété un peu globalement, c'est-à-dire qu'on va chercher un peu les éléments qui font peur de l'extérieur. Tiens, qu'est-ce qui pourrait me mettre en danger ? Donc, on va être plus en recherche de ces choses qui pourraient nous mettre en difficulté. Et puis, il y a aussi d'autres facteurs, comme typiquement vivre un vol difficile ou même tout simplement avoir des événements de vie qui compliquent un peu les choses. On a même des gens qui ont été allergiques en vol, qui ont mangé un plat de crevettes, qui étaient malades dans l'avion et qui ensuite ont développé une phobie de l'avion à cause de ça parce qu'ils étaient tellement mal qu'après le cerveau il retient. J'étais hyper mal dans cette situation et après le cerveau vous donne les mêmes alertes pour faire face au danger. Tu as eu des cas carrément d'une patiente qui voulait lâcher le volant de sa voiture. Oui, c'est quelqu'un qui avait énormément peur de l'avion suite à des turbulences qui étaient fortes. Elle s'était évidemment dit qu'elle allait mourir pendant ces turbulences. Et suite à ça, lorsqu'elle prenait la voiture près d'Orly,
elle lâchait le volant quand il y avait un avion qui traversait au-dessus. Vous savez, à Orly, il y a plein d'espace où il y a la voiture, enfin, on conduit et en même temps, il y a cet environnement un peu bizarre, avec des avions qui est bizarre. Donc, il lui est arrivé de lâcher le volant alors qu'il y avait ses enfants qui étaient derrière. Donc, c'est quelqu'un qui avait vraiment peur, même en voyant un avion, juste comme ça, en image, au-dessus d'elle. Ah, c'est une vraie phobie, quoi. Exactement, et je l'ai accompagnée pour qu'elle s'expose énormément. Du coup, elle a été à l'aéroport, elle a fait énormément de sessions différentes pour pouvoir se réhabituer à l'avion, parce que son mari était muté au Canada. En combien de temps tu peux guérir quelqu'un de la peur de l'avion? Alors, ça dépend de la difficulté, enfin de la force de la phobie, quelque part. C'est quoi la moyenne? Globalement, nous, on fait les stages contre la peur de l'avion qui durent une journée entière. Alors, attention, parce qu'il y a des choses, c'est pas en 1 heure ou 2 heures qu'on arrive à traiter la peur de l'avion. C'est hyper important, justement, d'amener cette réflexion sur, de A à Z, en fait, comment se passe le vol, qu'est-ce que vous entendez à telle étape, comment se fait la sécurité en vol, les pannes moteurs. Donc, on va pouvoir parler, aborder tout ça. Et on va avoir une autre partie qui est sur la gestion du stress, c'est-à-dire comment je gère mon stress avant le vol, parce qu'on a des gens qui vont avoir peur des mois avant le vol. Il y a même une étude aux États-Unis qui montre l'impact de la peur de l'avion sur tout ce qui est problème de sommeil, concentration au travail. Et c'est estimé en milliards de dollars, parce qu'il y a énormément de gens aussi qui vont refuser de voler au dernier moment, en fait, quand ils sont à l'aéroport. Il y a différents types de peurs en avion. Il y en a qui doivent avoir peur de tomber, d'autres peut-être d'être enfermés, d'autres du crash, d'autres des pannes. Il y a différents types de peurs. Exactement. Donc la peur du crash, c'est peut-être celle qu'on rencontre le plus, mais on a énormément aussi de personnes qui ont peur de l'enfermement. On a aussi des personnes qui ont peur de faire des attaques de panique. C'est très, très embêtant dans le sens où on a très peur de paniquer en vol et de ne pas savoir se gérer. Pour certaines personnes vont vous dire j'ai peur d'ouvrir la fameuse porte de l'avion, de ne pas savoir me maîtriser aussi. Et puis d'autres personnes qui sont plutôt sur le besoin de contrôle, où il faut absolument que ça soit eux aux commandes. Donc ça va être des gens qui font de la moto, qui font de la voiture, et qui n'ont absolument pas peur de ça, mais qui sont stressés parce qu'ils n'ont pas les commandes et ils doivent rester passifs derrière. Est-ce que l'hypnose, ça marche pour plus avoir peur de l'avion? Super question. Alors, il y a énormément de gens qui essaient l'hypnose, mais c'est vraiment pas la technique qui marche. Et c'est étonnant, en fait, de toute la pub dont elle bénéficie, parce que quand on regarde les études scientifiques, on se rend compte qu'elle est très utile pour tout ce qui est addiction au tabac, drogue, autres, mais pas forcément pour les phobies. Ce qui est conseillé pour les phobies... c'est le MDR, non? C'est la thérapie cognitivo-comportementale, d'abord. Le MDR, c'est plutôt quelque chose qui est conseillé pour tout ce qui est traumatique, événements traumatiques, le Bataclan ou autre, donc où il y a vraiment une charge émotionnelle super importante. Classiquement, le mieux pour la peur de l'avion, pour traiter une peur vraiment classique, comme les attaques de panique, peur du crash ou l'enfermement ou le vide, c'est vraiment la TCC qui marche le plus. C'est hyper efficace parce que ça permet à la fois... C'est quoi la TCC? Alors, c'est quoi? On est en train à la fois de travailler sur la partie comportementale, parce que quand tu as peur de quelque chose, tu vas te mettre un peu à éviter la situation. Ou tu vas utiliser des stratégies qui ne marchent pas à long terme, en fait. Tu vas avoir des petits objets qui te rassurent, un médicament, ou prendre de l'alcool. Donc, le but, c'est au contraire d'aider la personne à se confronter à l'avion ou à une autre situation qui est compliquée d'une manière plus fonctionnelle, quelque part, tout en utilisant des techniques de gestion de stress qui sont efficaces, et en modifiant les pensées. Donc, qu'est-ce que je peux me dire face à la situation, plutôt que de me dire que la turbulence va m'amener à forcément un crash. Alors, tu as des simulateurs de vol. On voit là, c'est un simulateur de... Tu dois connaître d'ailleurs. Les nôtres sont un petit peu différents. Simulateurs de vol, tu les emmènes parfois avec des pilotes, avec des gens qui leur montrent, qui leur expliquent en fait en vol, justement, les bruits, pourquoi ça fait ça, pourquoi l'avion va se pencher un peu, pourquoi il va faire ci, ça. Et comme disait Jessie tout à l'heure, en fait, il y a tellement de méconnaissance de ces phénomènes. C'est hyper important de montrer tout ça.
Et les simulateurs de vol, on a de la chance maintenant de les avoir hein, parce que ça permet de faire cette troisième étape de notre stage qui est vraiment la confrontation avec un vrai simulateur de vol où on va voir en fait comment le pilote décolle, quelle est la gestion de la checklist, qu'est-ce qui se passe quand on coupe un moteur. Hein. Des fois, on va couper le moteur ou même 2 moteurs et on dit aux gens, mais vous saviez, on a coupé les moteurs et vous vous êtes même pas rendu compte. En fait, on leur apprend aussi qu'un avion ne tombe pas comme un sac à patates aussi, parce qu'il y a énormément de pensées qui vont dans ce sens-là. En fait, on croit que dès qu'il y a un moteur qui tombe en panne, ça y est, c'est la catastrophe et qu'on va jamais s'en sortir. Alors, on voit, parfois, il y a des profs aussi, des profs d'aéronautique qui vont te montrer, des pilotes et différentes personnes qui vont accompagner durant les stages pour expliquer. Et là, on voit des lettres, pour terminer, tu as reçu des cartes postales un peu d'endroits de gens qui ont réussi à prendre l'avion grâce à toi et qui étaient hyper contents et qui t'envoient après une lettre de New York pour te remercier, etc. Pour te dire, on en recevait tellement qu'il y a même la dame de la poste qui a porté nos lettres, qui nous a dit « Oh, mais je vois que vous traitez énormément de gens pour la peur de l'avion. Moi, j'ai une amie qui a peur. » Et en fait, c'est un super plaisir de recevoir les cartes postales des gens qui ont été en Australie, marier leurs enfants, ou qui sont partis en voyage de noces, ou pour d'autres raisons. Et en fait, ça permet de vraiment ouvrir sur une liberté d'action, quoi. Enfin, c'est tellement important de pouvoir, en fait... faire des choix en fonction de ce qu'on voudrait faire et pas forcément en fonction de la phobie qu'on a. Merci beaucoup. Vélina, qui a sorti un livre. Je vous le mets, je n'ai plus peur de l'avion, tous les outils pour un vol tranquille. La méthode qui marche, c'est Dunod. Voilà, je vous mets le lien dans la description si ça vous dit d'aller le chercher pour aller voir 90% de réussite, c'est ce qui a marqué dessus. Et je vous mettrai les coordonnées complètes, comme ça, si jamais vous voulez aller voir le centre, etc., pour ne plus avoir peur, ça peut être utile. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi aussi pour tes questions. De te recevoir. Et puis merci, Jessie, pour toutes ces anecdotes de vol d'hôtesse de l'air. Puis après, en jet, voilà, c'était intéressant. On avait abordé le sujet avec Sophie, la pilote, il y a quelques temps. Et puis là, on a eu plein de précisions sur comment ça se passe de l'intérieur, les vols, notamment en jet privé et tout. Merci d'être venu. Ça t'a plu de venir ? Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Et je le répète pour ceux qui veulent venir, parce qu'il y en a peut-être, l'équipe est super. Ah, c'est gentil, merci. Non, je pense que ça contribue beaucoup au succès de l'émission. L'équipe, elle est bienveillante et super. Si jamais vous voulez venir, comme Jessie, dans l'émission, et venir raconter votre métier, venir raconter un moment de votre vie, si vous est arrivé quelque chose d'extraordinaire, vous êtes les bienvenus. Il suffit juste de marquer 3-4 anecdotes par email. Vous mettez votre numéro de téléphone, n'oubliez pas, pour qu'on puisse vous rappeler. Vous l'envoyez sur contact@legendegroup.fr. Voilà, contact@legendegroup.fr. Je vous l'affiche là, l'image. N'hésitez pas à nous envoyer un petit email. On t'a rappelé combien de temps après ? Oh, rapidement, vraiment, assez rapidement. Déjà par email. Oui. On leur demande un peu de précision, puis après les échanges. Ah, donc ça marche vraiment en tout cas. Oui, ça marche et vraiment super bien hier. Bon retour à Bordeaux. Merci. À Bordeaux. Mais c'était chouette de te rencontrer en tout cas. Et n'hésitez pas, voilà, vous êtes tous les bienvenus sur le même siège que Jessie dans le studio. Merci d'être là de plus en plus nombreux à nous suivre sur Légende. Chaque mois, vous êtes environ 150 000, 200 000 à vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à la liker. En même temps, la vidéo, ça nous aide à commenter l'émission, d'ailleurs à nous dire ce que vous en avez pensé, à mettre la petite cloche aussi pour être au courant des prochaines sorties. Mercredi, vendredi, dimanche, 3 émissions par semaine. Et une le mardi aussi, on vous met des légendes story. Si vous voulez venir raconter des choses et que ça ne dure pas forcément très longtemps, si vous avez une anecdote sur un truc précis, vous êtes les bienvenus. Il y a des journalistes derrière la caméra qui vous poseront des questions. Et voilà, ça c'est le mardi. Et le mercredi, vendredi et dimanche, le reste des émissions. Et on vous met aussi en podcast audio. D'ailleurs, tu regardes ou t'écoutes en podcast, toi ? Je regarde. Plus que... Sur YouTube, ouais. Il y a les extraits sur tous nos réseaux, Instagram, etc. Mais on vous met aussi les versions sonores, donc juste en audio, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. On est les premiers podcasts de France. Donc voilà, merci pour tout ça. Merci à l'équipe d'avoir préparé l'émission. Puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.